Donc bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Florian Forestier. Donc Florian Forestier pour sa conférence Basculer, que faire de l'éco-anxiété. Basculer, c'est donc le titre de son livre, sorti chez Belfond. Donc voilà. Voilà. Alors, je me propose déjà de vous lire le résumé du livre. Alors, c'est pas le résumé, ce qu'il y a en quatrième Voilà. couverture, c'est des extraits. Donc, je sais pas si c'est si ça résume quoi que ce soit, mais vas-y. Ils étaient les premiers, ils ne savaient même pas ce qu'ils craignaient. Ça n'allait pas continuer. Quelque chose allait changer. L'avenir n'aurait rien à voir avec le présent. Je suggère qu'on en reste là, en fait, parce que ça, c'est le résumé, pour le coup. Basculer, c'est un livre qui décrypte les problématiques selon deux visions. Tout d'abord, celle de jeunes qui tentent de construire une autre vie autosuffisante, et celle de l'angle d'un ministère. Comment faire coïncider le capitalisme dans un monde décroissant ? C'est une question. C'est une question, ça. D'accord. Alors, bon, merci beaucoup. Alors, d'abord, pour préciser, le titre du livre, c'est Basculer. Basculer est un roman. Que faire de l'éco-anxiété, c'est le titre de l'intervention aujourd'hui. Alors c'est très intimidant d'ailleurs de voir appeler ça une conférence. Je pense que c'est plutôt un échange, que ce soit avec Laure ou avec vous. D'autant qu'on va y venir, mais j'ai absolument rien à apprendre à personne sur ce qu'on peut faire avec l'éco-anxiété. J'ai à la limite plutôt des choses à dire sur le fait d'accepter qu'elle nous submerge et qu'elle nous transforme. Donc, pour la toute première remarque ou question que dit Laure, le roman, en effet, il est choral, il est pluriel. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de personnages dedans, il y en a beaucoup, il y en a peut-être même trop, et ça va très vite, mais c'est aussi parce que j'ai voulu le faire se passer à une époque où tout a été à la fois choquant et accéléré. C'est-à-dire le roman se passe exactement disons, entre le début du premier confinement en 2020 et l'été 2020. Et c'est un espèce d'emballement, mais ça décrit moins l'emballement autour de l'épidémie que l'emballement psychologique d'un ensemble de personnages qui, heurtés par ça, sont placés face à leurs angoisses, leurs contradictions. Et j'ai voulu dedans mettre à la fois des personnages qui sont dans des démarches autonomes, alternatives, des personnages qui sont dans des ministères, et encore beaucoup d'autres. Vraiment beaucoup de personnages, parce que je voulais un peu montrer, d'une part, cette espèce de contamination des anxiétés, même si l'anxiété prend des formes différentes, et aussi parce que je voulais montrer que dans cette grande diversité, quelque chose d'un peu semblable passait chez les uns et chez les autres. Cette chose un peu semblable, pour moi, c'était une sorte de sentiment d'impuissance lié à une forme que j'appellerais d'injonction contradictoire. D'injonction contradictoire, de sentiment d'être piégé dans quelque chose de contradictoire. C'est-à-dire à la fois de sentir que, d'une manière ou d'une autre, les choses ne peuvent pas continuer comme elles le sont actuellement, que la réalité, dans la manière dont fonctionne le monde actuellement, il y a quelque chose qui ne va pas, mais en même temps, ne pas savoir comment en sortir. Et tous mes personnages, qu'ils soient ministres ou qu'ils soient alters ou qu'ils soient scientifiques, ont d'une manière ou d'une autre ça en commun. Ensuite, ils le gèrent de manière très différente. Mais justement, j'ai voulu prendre comme personnage fil rouge un peu qui va traverser ces différents milieux, quelqu'un qui est au cœur de ces contradictions, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt un haut fonctionnaire du ministère des Finances, mais qui est en même temps quelqu'un d'assez conscient des problèmes, en particulier conscient des problèmes écologiques. Mais en même temps qui est complètement coincé dans le système, et en même temps, justement, je dis beaucoup en même temps, parce que c'est quelqu'un qui symbolise vraiment l'impasse du en même temps. C'est quelqu'un qui a toujours voulu être un bon élève, donc qui a toujours fait un peu comme on le lui a demandé, ce qui fait qu'il a fait de très bonnes études, ce qui fait qu'il s'est très bien inséré un peu partout, sans à la fois devenir vraiment un chef, parce que c'est pas suffisamment quelqu'un qui a de la poigne, c'est pas quelqu'un de suffisamment méchant, suffisamment agressif pour se hisser tout au sommet de la pyramide, mais il est quand même assez haut dans la pyramide, mais sans être vraiment en haut. Donc il est pile au point de jonction entre le pouvoir et les gens sur qui s'exerce le pouvoir, ce qui fait que déjà il est en proie à cette contradiction-là. Ensuite, c'est quelqu'un qui s'est toujours dit, je vois qu'il y a des problèmes,
mais si je fais bien mon travail et si je présente les choses correctement de l'intérieur de la machine, je vais pouvoir les régler. Et c'est cette espèce de volonté en permanence de conciliation qui finalement commence à lui éclater au visage et à le faire éclater, parce qu'il se trouve pris entre plusieurs tensions qu'il n'arrive plus à gérer, entre le fait de vouloir bien faire son travail par rapport à son ministre, le fait d'être toujours dans sa logique de carrière, et en même temps de vouloir transformer les choses, et en même temps de vouloir être bien avec sa famille à une époque où, à cause du premier confinement, les choses ne marchent plus trop. Il y a vraiment cette espèce de, à un moment donné, de contradiction qui était un peu refoulée, qui à un moment donné deviennent inconciliables, et qui vont petit à petit le faire éclater. Et j'ai envie de dire, c'est pas forcément l'intrigue principale, mais le moteur principal du roman, c'est ce personnage qui est en lien de par ses fonctions et de par ses intérêts aussi, avec des associations écologistes, dont une en particulier, qui sont assez pessimistes et qui sont assez altères, qui sont même carrément non seulement décroissantes, mais même collapsologues, c'est-à-dire qu'ils pensent vraiment que la civilisation telle qu'on la connaît va s'effondrer. Il est tenté par ça. En même temps, il est tenté par ça tout en se disant bien, d'une part, qu'il n'est pas prêt à renoncer à sa propre vie, d'autre part, il voit bien aussi toute l'impuissance de cette démarche-là. C'est-à-dire, il est tenté, ne serait-ce que par la vie, qui est un peu plus une vie autonome de cette communauté, mais en même temps, il voit que cette vie autonome, elle ne fonctionne pas bien non plus, il voit tout ce qui ne va pas, mais c'est lui qui, dans cette espèce de circulation entre deux mondes, à la fois montre un peu les contradictions des deux mondes, et c'est le fait de vouloir circuler entre les deux mondes sans réussir à choisir qui finalement non seulement le fait exploser lui, mais fait exploser pas mal de choses autour de lui. Parce qu'à force de vouloir tout faire bien et à ne pas trancher alors que tout lui impose de trancher, finalement ça va éclater, et ça va éclater de manière telle que ça va faire des dégâts, qui sont plutôt des dégâts humains d'ailleurs. C'est un peu pour donner le pitch général, pour expliquer pourquoi aussi il y a tant de milieux différents et pourquoi il y a tant de personnes compliquées. Donc, c'était vraiment cette espèce de sensation d'impuissance exacerbée au moment de la crise du Covid que j'ai voulu mettre en avant. Et, entre guillemets, j'y reviendrai un peu plus tard, mais à ce niveau-là, l'idée d'effondrement, c'est même pas quelque chose de bien défini pour mes personnages, c'est le symbole de leur impuissance. C'est le symbole du fait qu'ils voient bien tous qui sont dans une vie et dans un monde qui, comme tel, n'a plus d'avenir, ils n'arrivent plus à se projeter dans un avenir, ils savent ce que je dis, quelque chose allait changer, l'avenir n'aurait rien à voir avec le présent, donc ils ne peuvent plus vraiment se projeter dans un cours de vie, mais en même temps, ils ne peuvent pas se projeter dans autre chose non plus. Et ça, au bout d'un moment, ça éclate. Quand on fait peut-être une parenthèse, pour ainsi dire, pour parler de cette association, justement. Il y a eu une association, il y a eu un début. Comment est né ce livre et le rôle de cette association à Drastia, je pense? Alors, non, ce livre est né de plusieurs choses, mais parmi ce qui m'a inspiré à l'écrire, c'est vrai que moi-même, j'ai connu, alors je ne suis pas mon personnage, enfin, je suis un peu tous mes personnages. J'ai mon personnage principal avec son indécision, son incapacité à trancher, son jeu à l'interface entre le pouvoir et l'absence du pouvoir. Il y a un peu de moi là-dedans, mais il y a aussi un peu de moi dans des personnages qui sont plus militants. Il y a un peu de moi dans le personnage du scientifique pessimiste, mais en même temps retiré du monde. Il y a un peu de moi dans le personnage du paranoïaque. Il y a un peu de moi un peu partout. D'ailleurs, tous mes personnages, entre guillemets, j'ai voulu prendre leur parti. Il n'y en a pas un qui est mauvais ou un qui est bon. Ce sont tous des personnes qui sont vraiment dont j'ai essayé d'accompagner les affects, les peurs, les sentiments. J'ai pris le parti de tous mes personnages, alors prêtant une partie de moi, mais en même temps en laissant cette partie s'autonomiser pour vraiment vivre. Alors, parmi tout ça, en effet, moi, ça fait très très longtemps que je suis exposé à tous ces sujets-là, et si on parle plus précisément de la question, non pas seulement de l'écologie, mais l'appréhension un peu pessimiste de l'écologie et de notre avenir, je vais vous faire un récapitulatif, peut-être même un peu plus ancien, avant même d'en arriver à l'association dont tu parles, dont on va avoir l'occasion de parler. Moi, j'ai été sensibilisé très fortement, disons, aux limites sur les projections de l'avenir, aux limites liées même à tout ce qui est la matérialité des ressources, aux ressources en hydrocarbures et tout ça, depuis au moins 2006-2007, d'une part parce que j'avais beaucoup d'amis ingénieurs qui travaillaient dans le secteur de l'énergie, en particulier dans le nucléaire, et qui étaient tous déjà à l'époque lecteurs de quelqu'un que maintenant tout le monde connaît, qu'à l'époque on ne connaît pas encore, qui est Jean-Marc Jancovici.
donc qui maintenant est devenu une personnalité vraiment très très médiatique, qui incarne un peu la voie de la décroissance, disons, vue du point de vue scientifique en France. À l'époque, il avait un site qui présentait déjà un certain nombre d'impasses. Beaucoup d'amis ingénieurs le lisaient, et donc moi aussi. Et donc à partir de là, j'étais sensibilisé à tout ce qui avait été déjà les travaux du Club de Rome depuis les années 70, c'est-à-dire tous les travaux qui modélisaient déjà les limites de la croissance, en essayant de montrer qu'il y a une espèce de boucle entre les limites sur les ressources qu'on peut extraire pour les transformer en énergie, les modifications de nos écosystèmes. Alors à l'époque, ce n'était pas encore le changement climatique, mais c'était déjà la pollution, la capacité de nos civilisations en général à croître, l'espérance de vie, et qu'il y avait une boucle par rapport à tout ça, que vraisemblablement, à un moment donné, si on ne prenait pas un ensemble de décisions très tôt, maintenant c'est un peu tard pour réfléchir ça, vraisemblablement, à un moment donné, on allait affronter une phase de décroissance rapide et subie, et je ne vais pas nécessairement parler d'effondrement, mais en tout cas, l'avenir, en effet, n'allait pas être celui qu'on croit, il ne serait pas celui d'une croissance continuée. L'avenir de la civilisation serait très très différent de celui qu'on imaginait souvent de manière idyllique. Ça, j'étais sensibilisé depuis très longtemps. Ensuite, ça a été renforcé par une deuxième rencontre, qui était celle aussi d'un haut gradé d'une entreprise d'énergie, Areva, pour ne pas en parler, qui lui était plus pessimiste que ça. Disons, en particulier à cause de la question, c'est pas la question de l'énergie, lui c'était vraiment la question des écosystèmes. Il disait, l'empreinte de l'être humain sur la biodiversité, sur les écosystèmes, elle est gigantesque. On en parle moins que le réchauffement climatique, on en parle moins que les énergies fossiles, mais disons, en 200 ans, on a effondré au niveau de la biodiversité presque autant que ce qui s'est passé au moment d'une grande extinction. Par exemple, si vous prenez cette fameuse crise dont on parle souvent, Crétacé-Tertiaire, passage de l'ère secondaire à l'ère tertiaire. C'est le moment où la météo, en gros, c'est le moment où l'astéroïde tombe, où les dinosaures disparaissent. Alors, la réalité de cette limite-là, c'est pas seulement une chute d'astéroïdes, c'est aussi, sans doute du fait de la chute d'astéroïdes, des éruptions volcaniques en chaîne, c'est une énorme extinction. Mais si vous prenez tout le processus d'extinction, pas seulement la chute d'astéroïdes, vous avez 30 à 60 000 ans. Alors, évidemment, le gros de l'affaire, ça se passe au moment de la chute de l'astéroïde, mais il n'y a pas que ça. Et entre le début et la fin vraiment de la réduction de la biodiversité, vous avez 60 000 ans. Et on perd 95 à 96% de la biodiversité en 60 000 ans, avec des événements mais géologiques, cosmologiques gigantesques. Là, en 200 ans, on a perdu 80%. Nous tout seuls, de notre force, avec la force de la civilisation humaine. C'est-à-dire qu'on a fait mieux et plus vite, mais à une vitesse sidérante, qu'un astéroïde et un immense ensemble d'éruptions volcaniques. Et donc, à l'époque, ce type qui était en plus, c'était pas quelqu'un qui était un écologiste chevelu, suspect d'être militant et biaisé. C'était quelqu'un qui était au cœur du système industriel et capitaliste. Il m'a vraiment mis le nez là-dedans, en me disant, mais c'est quand même énorme ce qui se passe, et en effet, c'est très inquiétant. Donc, il a commencé à me mettre une deuxième suspicion qui n'était pas simplement que l'avenir qu'il y avait des limites sur l'avenir, qu'il fallait sans doute s'imaginer que que l'avenir de nos civilisations serait un peu plus restreint et frugal qu'on pouvait s'imaginer, mais sans doute que ça n'allait pas si bien se passer, qu'il allait y avoir des difficultés. Et c'est là que cette idée d'effondrement m'est un peu entrée dans la tête. Je vais y revenir plus tard, parce que pour moi, maintenant, c'est un mauvais terme qui occulte la réalité plutôt qu'il en parle. Et en tout cas, j'ai commencé à avoir ce n'est plus seulement du pessimisme, pour le coup, ça commence à devenir de l'anxiété. Justement parce qu'on prend conscience de chiffres qui, quand on les met bout à bout, quand on les met l'un à côté, on se dit mais c'est énorme. Ce qui se passe, c'est très impressionnant. Donc en effet, bon, on ne sait pas très bien comment imaginer un avenir une fois qu'on a commencé à les mettre bout à bout. Ensuite, j'ai rencontré une personne qui est dans cette salle, qui est Vincent Mignereau, qui était dans le même genre de démarche que moi, mais qui essayait de le faire plus systématiquement, à mon goût trop systématiquement, c'est-à-dire non seulement en mettant les chiffres les uns à côté des autres, mais en essayant de les articuler vraiment pour essayer de rationaliser, de théoriser ce qui se passait, en démontrant qu'il y avait quelque chose d'inéluctable, d'après lui d'inéluctable depuis bien avant même que ça soit passé, parce que non seulement les êtres humains ont fait ça, mais les êtres humains n'auraient pas pu faire autre chose que de faire ça, du fait de la logique même de leur fonctionnement et de la logique même de ce qui fait que des civilisations se forment et prévalent les unes par rapport aux autres. Bon, ça, c'était la vision de Vincent, qui n'est pas forcément la mienne comme telle. Disons, je pense que c'est une tendance, mais je pense que ce n'est pas une logique absolue.
Mais en tout cas, on s'est croisés autour de ça. On a été parmi les premiers à créer d'abord un site qui s'appelait Transition 2030, qui faisait essentiellement de la veille sur toutes les questions écologiques. Évidemment, comme il faisait de la veille en agrégeant d'abord quelques personnes qui étaient toutes climato-anxieuses, bah, chaque jour, on avait de l'information anxiogène, mais en même temps, souvent scientifiquement fondée, pas toujours, parce que, bon, en plus, il y avait un biais de sélection qui faisait qu'on avait tendance à mettre les choses les pires et parfois sans filtre. On prenait quelqu'un qui est un scientifique connu, mais par ailleurs qui fait un cri d'alerte extrêmement démesuré, enfin, on le mettait, donc on s'entretenait de manière un peu négative là-dedans, mais assez vite, ça a agrégé beaucoup de monde. Ce site, cette interface sur Facebook, au départ, il y avait quelques personnes, très vite, il y a eu 10, 20, 30 000 personnes. Ça a vraiment fait une grande ampleur. Et puis, on a créé à cette époque-là une association qui s'appelait Adrastia, justement. Bon, ça a été sous l'impulsion de Vincent. Alors, Adrastia, ça voulait dire... Adrastia, dans la mythologie, c'est la fille d'un Anké, c'est l'acceptation de la nécessité. Avec cette idée que, bon, vraisemblablement, il est vain d'essayer d'infléchir le cours le plus négatif des choses, qu'une transformation importante, vraisemblablement négative, va avoir lieu, et que peut-être il faut, au lieu d'essayer de l'éviter, il faut essayer de penser ensemble aux manières de la traverser. Alors, de la traverser, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut dire psychologiquement, ça peut vouloir dire matériellement. C'était en réalité très flou, parce qu'on avait tous des visions assez différentes de la chose. Certains en avaient une appréhension qui était très matérielle, limite survivaliste. C'était comment est-ce qu'on s'organise pour traverser une période potentielle de crash de la civilisation. Moi, ça n'a jamais été ça. Parce que moi, j'ai toujours eu d'énormes doutes sur le survivalisme, en tout cas le survivalisme à l'américaine, parce que je ne sais pas si vous êtes familier par rapport à ça, mais disons, les survivalistes, le courant survivaliste en général, c'était la tendance de dire on s'isole de la société pour essayer de se regrouper en petites communautés autonomes qui vont être capables de traverser des événements cataclysmiques. Alors, la plupart du temps, on s'arme. Alors, cette tendance du survivalisme, au départ, c'est beaucoup né d'une crainte précédente, qui était la crainte de la guerre nucléaire et pendant la guerre froide. Donc c'était surtout des Américains qui avaient en même temps leur imaginaire un peu texan ou un peu de Far West. Donc on va créer des communautés autonomes surarmées avec un shérif qui va incarner la loi au moment où ça sera le tourment, et on aura notre bunker anti-atomique, et ensuite on se relèvera dans les ruines radioactives et on survivra parmi les gens affamés, parmi les mafias et autres qui essaieront qui ont pris un peu le pouvoir dans les ruines. Bon. Ça ne marche pas si bien que ça, en réalité. Alors déjà, c'est pas du tout sûr que s'il se passe une catastrophe, c'est pas du tout sûr que ça ne corresponde pas à une image extrêmement biaisée de la catastrophe. C'est l'imaginaire de la guerre nucléaire, c'est même pas la guerre nucléaire elle-même. C'est un imaginaire qui est lié, en plus, à l'imaginaire d'un pays, à la production cinématographique d'un pays. Enfin, c'est très hollywoodien. Il y a eu des films, il y a Mad Max, enfin, il y a tout un imaginaire là-dedans. Et dans Adrastia, évidemment, on n'était pas là-dedans, mais malgré tout, on sentait que chez certaines personnes, cette espèce de... c'était le chemin de facilité, et quoi qu'on fasse, beaucoup de gens étaient repris par cette espèce de tentation survivaliste. Alors, quand je dis, moi, non seulement j'aime pas ça, en plus, il y a une porosité du survivalisme avec une certaine forme de pensée d'extrême droite, on va dire ça. En plus, dans la plupart des cas, on se rend compte que dans les cas d'effondrement un peu réels, ça ne marche pas. C'est très documenté, par exemple, que qu'est-ce qui s'est effondré vraiment, alors pas effondré à la Mad Max, mais effondré quand même assez brutalement, l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, il y a eu une grosse baisse quand même du contrôle d'État et des infrastructures. Où étaient les gens les plus exposés? C'était pas à Moscou, c'était dans les campagnes sibériennes ou autres, parce que c'est cet endroit-là que le pouvoir ne protégeait plus, et c'est là où les milices, les soldats, enfin tout ce qui était censé protéger les gens s'autonomisait, devenait mafieux et prenait le contrôle. Et donc plus on était isolé, plus on était vulnérable en réalité. Et c'est utopique de s'imaginer former à 10 une espèce de communauté résiliente comme ça, quand vous avez un bloc militaire ou un bloc d'anciennes milices qui se constitue en mafia à cet endroit-là, vous êtes forcément pris au piège. De la même manière, si vous regardez ce qui se passe actuellement au Mexique, ce qui s'est passé, vous savez, au Mexique, vous avez la guerre de la drogue depuis 20 ans. Donc vous aviez des régions qui étaient fortement contrôlées par les cartels.
l'État a eu l'idée géniale d'envoyer l'armée. L'armée n'a pas pris le contrôle, l'armée n'a pas réduit les cartels, l'armée a massivement déserté, a fusionné avec les cartels. C'est les unités des forces spéciales mexicaines qui avaient été formées pour lutter contre les cartels, elles ont déserté en masse pour former leur propre cartel qui est devenu le plus violent. Il s'appelle Los Zetas. Donc simplement, c'est quelques exemples qui montrent qu'en général, quand un État se désagrège, c'est un peu quand ça arrive, c'est un peu les restes du pouvoir d'État qui prennent le pouvoir et vous avez plutôt intérêt à être proche du centre que dans des périphéries forcément très exposées. Alors à la limite, ensuite vous avez d'autres versions du survivalisme qui sont plus des nationalismes, vous savez, qui disent, évidemment ça n'a pas de sens du point de vue d'une communauté, ça a du sens du point de vue d'une ville, c'était le modèle des villes fortifiées, on sait que pendant les grandes guerres, pendant la guerre de 30 ans, la moitié de la population alsacienne est morte, mais les bourgs fortifiés tenaient. Il y en a d'autres qui vont dire la Suisse, historiquement, c'est un pays de milices qui s'est formé en se barricadant. Un pays entier, s'il se prépare bien, il pourrait tenir. Mais derrière, il y a des imaginaires très nationalistes, pas forcément, qui risquent d'avoir tendance à empirer des choses. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que le survivalisme, quels que soient ses avatars, ne vous plaisait pas. Et que malheureusement, même à ceux à qui il ne plaisait pas, il était toujours là un peu comme un imaginaire. Ensuite, il n'y avait pas que des survivalistes, évidemment, dans Adrastia, même des crypto-survivalistes. Il y avait aussi ceux qui étaient un peu les résignés, c'est-à-dire ceux qui essayaient de théoriser au maximum la nécessité de ce qui allait se passer de façon à ce que le sentiment d'impuissance ne soit plus vécu comme quelque chose de scandaleux, mais quelque chose d'accepté. C'est la version un peu schopenhauerienne ou bouddhiste. Il y avait les affolés, ceux qui ne savaient pas quoi faire. Moi, dans mon roman, je me suis plutôt inspiré de ça. Dans mon roman, j'ai créé une association qui n'est pas vraiment Adrastia, alors elle s'appelle Ananke. Elle est un peu caricaturale par rapport à ce qu'a été Adrastia, parce qu'une partie des personnages se sont vraiment réunis en communauté autonome, mais en même temps, c'est la partie des affolés. C'est-à-dire les gens qui se réunissent en communauté autonome, mais ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas quoi faire dans leur communauté, ils savent juste qu'ils ont peur parce qu'ils voient que quelque chose va se passer, que s'ils font rien, ils ont l'impression d'être sur des rails en train de voir un train. Donc il faut absolument faire quelque chose. Et donc, pour se donner l'impression de se préparer, même s'ils ne savent pas à quoi, ils vont vivre ensemble en communauté. En même temps, c'est tout sauf des gens capables de gérer une communauté autonome. Ils ne sont pas capables de supporter. Ils ont un mal fou à organiser, ne serait-ce que, puisqu'ils veulent être alimentairement autosuffisants, ils ont un mal fou à gérer tout ça. Mais il y en a quelques-uns qui savent faire, mais évidemment qui deviennent les larbins des autres. Cette communauté devient très vite une espèce de poudrière, mais d'autant qu'elle est fondée sur la peur. Moi, j'ai un peu appelé ça, plusieurs fois j'ai fait des entretiens où je disais, dans mon roman en tout cas, l'association, c'est un peu les Bouvard et Pécuchet de l'effondrement. Et dans Adrastia, moi j'étais un peu là comme ça. C'est-à-dire, je ne croyais pas, et j'étais pas le seul, je pense, on était un certain nombre, je croyais ni au survivalisme, ni à la fatalité de la chose. Je voyais seulement que, la réalité telle qu'elle s'annonçait avait quelque chose d'inquiétant, que vraisemblablement des événements qu'on ne pouvait pas directement anticiper, mais dont on pouvait quand même prévoir l'imminence à y arriver, des événements multiples, je ne savais pas quoi faire, et j'avais besoin de faire quelque chose. Mais voilà, j'avais besoin de m'agiter, de tourner en rond. Alors, là, je parle un peu longtemps. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que ça, c'est ce qui se passe dans la communauté que je décris dans mon roman. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans le ministère et de la manière dont je vois le gouvernement. C'est-à-dire, le personnage principal, qui est un peu à cheval entre les deux, et c'est pour ça que j'ai placé le roman aussi pendant la crise du Covid, qui est un haut fonctionnaire, il est aussi, du point de vue il est aussi, quand il rencontre son ministre, quand il a même ses rencontres à l'Élysée, tout ça, il est face à exactement la même chose, c'est-à-dire face à un ensemble de personnes qui se disent, on voit bien que ça ne va pas, on ne sait pas quoi faire, il faut qu'on donne l'impression de faire quelque chose, il faut qu'on se donne l'impression de faire quelque chose. C'est pour ça que j'ai mis le président de la République en personnage dans le roman, et qui est tout le temps là à vouloir faire du mouvement pour du mouvement sans savoir pourquoi. Et donc il y a un perturbateur permanent du roman à cause de ça. Mais c'est la même tendance en fait, c'est la tendance de je me sens impuissant, j'ai besoin de me donner l'impression de bouger pour conjurer le scandale de me sentir impuissant, mais je ne sais pas comment bouger, et à force de faire du mouvement dans le vide, finalement, je crée encore plus de chaos. Et ça, c'est ce qui traverse vraiment les deux communautés, parce que j'ai dit que j'avais, moi, ressenti ça à la fois j'ai ressenti ça, moi, quand j'ai été membre d'Adrastia, j'ai ressenti ça dans les milieux écologiques, mais
l'autre partie de ma vie, moi-même, j'étais membre d'un think tank qui, lui, était beaucoup plus branché, proche du gouvernement, donc qui travaillait plutôt sur des questions numériques, mais de manière beaucoup plus, pour le coup, beaucoup moins alarmiste, et de manière, en essayant vraiment de suivre beaucoup plus la loi, la temporalité législative, etc., pour faire des propositions très concrètes. Ben, ce que j'ai vraiment vu, c'était qu'en effet, il y avait cette même agitation et ce même besoin permanent de l'action, et ce même besoin de lutter, de conjurer le sentiment de sa propre impuissance en se donnant un mouvement qui fait en réalité que valider cette propre impuissance-là. Le roman, c'est vraiment un roman sur ça. Alors, voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et trop compliqué. Mais c'est un peu mes deux filières, disons. C'est ma filière écologiste, mais en même temps, vraiment, disons que ce que j'ai rencontré dans les associations écologiques les plus radicales m'a rappelé ce que j'ai rencontré par ailleurs dans mes activités non écologistes, plus directement gouvernementales, et tout, c'est la même chose. C'est comment faire quand on ne sait plus vraiment quoi faire, sinon sauter dans tous les coins pour dilapider une espèce d'énergie de stress excédentaire pour pas qu'elle nous détruise. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, on saute de manière confuse et agressive, et finalement, on crée quand même du chaos et on crée quand même du malheur comme ça. Parce que le roman, j'y reviendrai encore, hein, mais le roman lui-même, il est globalement négatif, même s'il y a du positif dedans, mais c'est pas ni à cause du virus, ni à cause de l'effondrement écologiste. C'est parce que les gens dedans ne sont pas capables d'assumer leurs craintes et leurs angoisses, se conduisent la plupart du temps de manière immature, se déchirent les uns les autres, et s'il y a un effondrement, il y a plusieurs effondrements dans le monde, c'est des effondrements humains. Il y a des morts, oui, mais c'est des morts parce que des gens se suicident, parce que des gens se manipulent les uns les autres, parce qu'ils se harcèlent, parce que voilà, enfin c'est l'incapacité de l'humain à gérer sa propre sentiment d'impuissance qui aboutit à l'effondrement que je décris. Votre livre est paru en août 2021. Depuis, on a entendu le GIEC. Les États se font des promesses de décroissance, mais on ne voit rien venir. Est-ce à dire qu'on entretient le déni ? Alors, moi j'ai envie de dire oui, non, ça dépend de quoi on parle. Parce qu'il y a plein de réponses à donner par rapport à ça. Bon, mais déjà, on est là pour écouter. Pardon. Moi, encore une fois, moi j'ai pas de proposition ou de solution clé en main pour changer la politique et l'avenir du monde. Ce qui me paraît clair, c'est que sur les questions écologiques, à la fois il y a une conscience de leur imminence, mais c'est extrêmement difficile d'être le premier à faire quelque chose, surtout quand on est petit. Donc, c'est un peu le même principe que la course aux armements pendant la guerre froide. Oui, bien sûr, on se rendait bien compte qu'il fallait arrêter de faire proliférer les missiles, mais en même temps, être le premier à s'arrêter, ça n'allait pas. D'ailleurs, ça n'allait pas moins pour le risque de guerre réelle que ni les Américains ni les Russes, même pour ne pas perdre la face par rapport à leur propre force, à leur propre complexe militaro-industriel et tout, il faut être les premiers. Il y a eu les actes. Au bout d'un moment, il a fallu qu'il y ait des sommets internationaux et des accords de désarmement, et ça, c'est arrivé la plupart du temps juste après qu'il y ait des grandes crises où on passe vraiment au bord du dérapage, voire de la guerre nucléaire, ou aussi au moment où les deux superpuissances s'étaient rendues compte qu'à force de créer des armes et de les automatiser, ils perdaient totalement le contrôle et que s'ils continuaient à être pris dans la course, au bout d'un moment, la course se ferait sans eux. Et là, c'était fini. Et donc, c'est à partir de là qu'il y a eu toutes les conférences internationales. Et je me dis, au niveau mondial, si on voulait vraiment une inflexion globale, il faut que quelque chose comme ça se passe. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que les principaux pays, les principales puissances acceptent ensemble de décélérer. Et ça n'arrivera pas avant que des chocs extrêmement violents et partagés n'adviennent. Parce que pour le moment, les chocs, ils arrivent, mais ils ne sont pas encore trop violents que ça. Donc on peut encore se dire, les grandes puissances, différents pays peuvent encore se dire, je gagne plus à continuer qu'à m'arrêter. Et puis, petit à petit, si des problèmes arrivent, ils vont plus toucher les autres que moi. Donc pour le moment, on est encore dans une logique où les uns et les autres, individuellement, gagnent plus à ignorer, en se disant, à un moment donné, peut-être, on gagnera quelque chose, mais le moment de l'arrêt du il faut être le mieux positionné possible au moment de l'arrêt du statu quo. Et on n'y est pas encore, donc on essaie de gratter encore un peu.
Donc moi j'ai tendance à penser, comme je ne pense pas que le monde entier, c'est comme la guerre, je ne pense pas que le monde entier va se précipiter allègrement à sa chute. À un moment donné, la machine va grincer. À un moment donné, il va y avoir des phénomènes extrêmes qui seront suffisamment brutaux pour qu'il y ait une décélération internationale. À un moment donné, ne serait-ce que la machine économique va complètement gripper à cause de la difficulté d'accès aux ressources et tout ça, mais on n'y est pas encore et ça va arriver tard. Donc ça va arriver à un moment où une grosse partie des phénomènes seront déjà enclenchés. Donc on ne va pas échapper à pas mal de dégâts derrière. Ça, c'est la première, c'est ma première réponse, mais elle est un peu fumiste et c'est même pas géopolitique, mais c'est mon impression générale. C'est il faut qu'on passe, il faut que le risque soit plus grand et plus partagé, et que le calcul individuel des bénéfices-risques ne soit absolument plus le même. Maintenant, en gros, on trouvera une solution quand véritablement on n'aura plus de choix. Mais je ne pense pas qu'on trouvera une solution. Non, c'est pas une affaire de solution. En tout cas, on arrivera à, entre guillemets, se raisonner le jour où on n'aura plus le choix de faire autrement. Le problème, c'est que d'une part, c'est des phénomènes qui sont mondiaux et c'est extrêmement difficile de raisonner du point de vue mondial, alors que la logique individuelle, elle est à la fois coopérative et compétitive. Et la logique des États, c'est pareil. On est dans des jeux où il y a à la fois de la coopération et de la compétition. Et le système économique, il joue sur les deux côtés. À la fois, il engendre la coopération, mais en même temps, il engendre la compétition. Puis derrière, pour le moment, on a plutôt été dans des phases où les phénomènes de raréfaction, ça engendrait un durcissement de la compétition, avec derrière, évidemment, la diffusion des idées et autres facilité de diffusion des idées qui poussent à ça. Il faut qu'on aille vraiment plus loin pour ça. Je veux dire, avant qu'on crée le système international de l'ONU, il a fallu la Deuxième Guerre mondiale. On n'a pas pu arrêter la course à la guerre avant d'avoir la Deuxième Guerre mondiale. On aurait pu créer l'ONU en 1938-1939, on ne l'a pas fait, il a fallu passer par là d'abord. Donc, j'ai tendance à penser qu'il faut qu'il se passe des choses plus spectaculaires pour gripper le mécanisme. Ensuite, c'est comme la guerre nucléaire. La différence avec la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on parle de phénomènes qu'on ne peut pas se permettre de laisser advenir totalement. Donc, j'imagine que ça ne veut pas dire non plus qu'on va se précipiter droit dans des spirales de réchauffement énormes, parce que quand les choses commenceront à pas bien aller, ça sera déjà suffisamment grave pour qu'il y ait pas mal de changements. Ensuite, il y a un autre point, c'est très très difficile de penser à la Terre comme un tout, et c'est très très difficile de réussir à se projeter individuellement et collectivement sur des phénomènes qui ont des inerties gigantesques, et dont les effets visibles actuellement sont en plus la conséquence de ce qui s'est passé il y a déjà longtemps. Donc c'est extrêmement difficile de raisonner avec ce type de temporalité-là. Les scientifiques peuvent le faire, mais intégrer ça dans les processus et de débat public et de décision politique, alors que tout privilégie le court terme à tous les niveaux et qu'on est dans des systèmes de communication qui privilégient l'accélération, c'est très compliqué. Il faut vraiment... Vous avez vu ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. La crise du Covid, quand même. Vous avez un virus, on le voit arriver depuis assez longtemps. On voit que la Chine prend des mesures drastiques, mais vraiment drastiques. Et je veux dire, la Chine ne se serait pas amusée à immobiliser d'abord 60 millions de personnes de cette manière aussi dure pour rien. Donc on voit qu'il y a un virus. Mais on a le souvenir en plus en France de l'affaire précédente avec le H1N1 où on avait acheté des masques et puis finalement on avait évité la pandémie. Si on fait quelque chose trop tôt et qu'on empêche la catastrophe d'arriver, tout le monde va se moquer de nous. Donc on ne le fait pas. On le fait pas. Puis au bout d'un moment, le virus est là. Et puis personne n'a réfléchi vraiment, n'a pris un peu de recul pour savoir ce qu'il faudrait faire. Et donc, au moment où le virus est là, la seule chose qu'on fait, on est pris de court et on imite la politique de la Chine. C'est-à-dire, parce que moi j'ai passé j'ai passé l'essentiel de la crise en Suisse, qui n'a jamais confiné, qui a eu un mode de réaction beaucoup moins de contrôle. Alors, parce que ce n'est pas les mêmes traditions politiques, parce qu'il y a des réseaux de décision plus décentralisés, la Suisse a globalement la même mortalité. Mais sans avoir fait de confinement, en ayant fermé beaucoup moins, en ayant mis beaucoup moins de contrôle social, donc en termes d'impact sur la vie des gens, ça a été vraiment, vraiment moins fort. Enfin, le traumatisme, il est là, mais il est mineur, alors qu'en France,
le traumatisme de ce qui s'est passé en termes de mesures de contrôle social est gigantesque. Mais aussi pourquoi on n'a rien de prévu, on a un système centralisé. Moi j'ai vraiment l'impression que, mais pas que la France, un ensemble de pays, ils ont laissé venir le truc en se disant, tant que c'est pas là, on sait pas. Mais quand c'est là, on sait pas quoi faire, et on réagit, comme on sait pas comment réagir, on réagit de la manière la plus brutale qui soit, c'est-à-dire en singeant la Chine. Vous voyez, donc c'est un peu... Et moi je vois que ce type de phénomène, c'est aussi de cette manière que la crise climatique va nous toucher. Alors évidemment, là, on devrait avoir pris une leçon par rapport au virus, mais sur la manière de gérer le possible, quand le possible est quasi représentable par rapport au quotidien, et si on se dit, si on anticipe trop bien, les gens ne vont pas l'accepter, donc il faut presque qu'on ait mal avant de faire quelque chose, mais quand on commence à avoir mal, on est pris de court et on ne sait pas quoi faire et on fait des conneries. Je parle de manière un peu désordonnée, mais il y a un peu ce phénomène-là. Donc, je ne crois pas qu'il y ait du déni comme tel, mais il y a une très grande difficulté à intégrer ça dans les schèmes quotidiens, ne serait-ce que parce que ça les perturberait trop, et parce que ça perturberait notre efficacité à court terme, et qu'on a des systèmes qui nous obligent à mettre en avant de l'efficacité à court terme, qui obligent à une espèce de déni. On fait comme, mais ce qui n'est pas un déni réel, on est obligé de faire comme si ça ne comptait pas, même si on sait que ça compte. C'est pour ça qu'on devient dingue. Alors, la question suivante n'est pas une question, mais ça appelle commentaire. On a beaucoup parlé de ce thème lors du premier confinement. Nous, on parlait écologie tout le temps. On voyait les dauphins à Venise. On voyait les chevreuils aux portes de Bourg-en-Bresse. Enfin, fou. Bon. Donc on en a beaucoup parlé. Ce thème aujourd'hui semble un peu oublié, et notamment de la campagne présidentielle. J'aurais pas plusieurs choses à dire. Déjà sur l'écologie même, j'ai lu récemment, c'est pas une tribune, mais quelque chose qui était un témoignage assez intéressant. Une grosse association, pour le coup, qui a plutôt pignon sur rue, mais qui disait... ils avaient eu des retours négatifs des médias pour passer des textes, pour passer des tribunes, parce que les médias leur disent, mais c'est pas nouveau, vous dites toujours la même chose. Alors, le problème, c'est que la réalité écologique, elle est peut-être effrayante, elle est peut-être gigantesque, mais en même temps, elle ne change pas tout le temps. Je veux dire, les risques, on les connaît, c'est toujours les mêmes. Et ça, dans le système médiatique actuel, les 2 degrés, c'est toujours les 2 degrés. Dans le système médiatique actuel, au bout d'un moment, je veux dire, ça ne paraît pas assez original de répéter une 12aine de fois au loup. Donc vous l'avez dit 2 fois, c'est bon, on a entendu, dites-nous quelque chose de plus original. Allez, revenez quand le loup sera vraiment là. Là, il y aura un scoop. Mais c'est un peu ça le problème, c'est que donc c'est extrêmement difficile de parler de ça comme un sujet de fond. Ensuite, la campagne elle-même, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a un côté sidérant. Au départ, ensuite, des thèmes qui sont mis en avant dans la campagne, qui ne sont pas non plus totalement sans lien avec ces questions-là. Parce que toute la montée de la panique identitaire et toute la montée de ces tensions-là, c'est aussi lié au fait que que l'emprise se resserre sur les sociétés, que l'abondance est moins là, que les tensions, qu'un certain nombre de tensions montent déjà. Donc, le fait qu'il y ait du stress, entre guillemets, et les problèmes écologiques n'est pas seulement lié, sauf que le problème, c'est que le stress collectif, il se cristallise dans des représentations et des positions et des discours qui ne prennent pas l'écologie comme objet, mais qui prennent autre chose. Et c'est souvent... c'est quand vous avez... qui n'a pas l'écologie dans son... Et vous mettez plusieurs grenouilles ensemble dans un truc que vous faites chauffer. Au bout d'un moment, quand elles commencent à pas se sentir bien, comme elles sont pas bien, la première chose, c'est de se retourner sur la voisine et de l'attaquer, au lieu d'essayer de sortir ensemble. C'est aussi des... Bon, là, je simplifie terriblement, mais il y a un peu cet effet-là aussi. Et derrière, encore une fois, le fonctionnement du système médiatique, le fonctionnement du système des réseaux sociaux, le fonctionnement de toutes ces interfaces de communication qui vont privilégier ce qui buzz, qui vont privilégier ce qui clive, qui font que, même sur les réseaux sociaux et autres, ce qui provoque une réaction, à partir du moment où on voit qu'un certain type de contenu provoque une réaction, on vous le propose.
Et donc, mais une réaction, c'est pas forcément une réaction positive, c'est juste un petit choc. Et donc, ça a même été assez bien étudié. Il y a un chercheur que je connais qui s'appelle David Chavalarias qui montrait assez bien que les réseaux sociaux et autres, c'est même pas qu'ils polarisent, parce qu'entre guillemets, la polarisation, en termes d'idées, elle est la même qu'il y a 20 ans. En revanche, ce que ça fait, c'est qu'on ne supporte plus celui qui a une autre opinion. Et que ça nous montre tout le temps aussi les petites différences, et que ça nous rend les uns aux autres insupportables. C'est comme si on était dans une maison dont les murs tournaient, ce qui fait qu'on entendait tout le temps on entendait tout le temps nos voisins, mais dont les murs tournaient de telle façon que ça nous fasse entendre et que ça nous montre nos voisins dans les moments qui vont nous énerver le plus. Et au bout d'un moment, ça fait qu'on ne se supporte plus les uns les autres, donc on est dans une espèce de cacophonie, et donc on est accaparé par nos petites rancunes les uns par rapport aux autres. Ça, c'est une partie du phénomène. Je pense que ensuite, il y a une autre partie qui est que toute la crise sanitaire, surtout en France, elle a beaucoup, j'ai envie de dire, elle a beaucoup fatigué, assourdi les gens, et qu'il y en a beaucoup maintenant qui sont un peu dans un... J'en ai marre de tout ça, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai envie qu'on me repose d'une certaine façon. D'ailleurs, je suis sûr que dans la campagne présidentielle, si la logique des primaires, enfin si toute la logique du bruit médiatique n'avait pas été là et qu'un candidat qui aurait un peu joué les Chirac, c'est-à-dire jouer un peu, je suis tranquille, je suis calme, je suis vieux, je suis au-dessus de la mêlée, rendormez-vous, je suis sûr qu'il serait passé. Parce que beaucoup de gens sont dans une espèce de situation d'épuisement et de saturation. Et ensuite, vous rajoutez la guerre, maintenant, vous rajoutez la guerre en Ukraine, mais la guerre elle-même, comme me disait le même ami cadre chez Areva, cette guerre qui paraît stupéfiante, parmi les nombreuses choses qui ont pu pousser à la déclencher, il y a aussi des raisons, il peut aussi y avoir des raisons écologiques, en particulier le fait que la côte nord de la Russie, la côte sibérienne, elle est polluée à un niveau tel qu'elle est quasiment impraticable. Il y a tous les restes nucléaires de la Russie dedans, plus le réchauffement avec le dégazage de méthane. Enfin, donc la Russie peut estimer qu'elle a plus besoin qu'avant de déboucher sur la mer, donc ça peut encore l'inciter plus à aller faire la guerre par là. Mais tout ça pour dire que on est choqué aussi tout le temps par des phénomènes qui sont plus immédiats, plus urgents, plus visibles. Ça ne nous laisse plus l'attention de parler de phénomènes qui sont plus généraux, plus systémiques, plus impalpables. Parce que, en plus, l'écologie, ça ne permet pas tellement de taper sur le voisin, ça ne permet pas tellement de proposer une solution immédiate, ça ne permet pas tellement de... faire... c'est même pas un buzz, mais il n'y a pas de solution clé en main, entre guillemets. Ça promet plutôt des efforts et de la peine, des larmes et des efforts, et pas contre un ennemi bien identifié. Donc en plus, on est obligé d'être solidaire d'assumer le fait qu'on va souffrir tous ensemble. Pas forcément souffrir dans le sens négatif, mais la transition, elle ne peut pas être, sinon sans douleur, du moins sans effort. Donc c'est pas non plus très séduisant. Et ça revient à des choses dont on a déjà discuté. C'est aussi comment faire pour que les transformations des comportements ne soient plus vécues comme quelque chose de pénible, comme un effort, mais comme quelque chose finalement qu'on a envie de faire. Et c'est là où... on va y revenir aussi, mais c'est là où finalement, parce qu'on parle que de manière collective, alors que mon livre il parle d'individus, c'est là où la question des individus malgré tout importe à mon avis. Petite parenthèse, vous allez toujours bien ? Bon. Parfait. L'éco-anxiété. Ben oui, parce qu'on entend des discours, pas toujours très rassurants, parfois très angoissants. On en fait quoi ? Ça, moi, c'était vraiment un peu le thème de mon roman. Mon idée, enfin vraiment mon sentiment, c'est qu'il y a un plus que le fait d'être à vif, que le sentiment d'impuissance poussé à un degré où ça devient douloureux, où on sent quelque chose comme un scandale, c'est un plus. J'ai envie de dire, il y a la décennie vraiment 90, même 2000, c'était l'impuissance dépressive. C'est les romans de Michel Houellebecq, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont démissionné, qui se laissent vivre en étant désinvestis, et en attendant la mort, en essayant de rendre... qui vivent toute leur vie dans une espèce de soin palliatif, chez Houellebecq qui est sexuel. Enfin,
à partir du moment où on commence à être agité, et on commence à être dans quelque chose où ça devient intolérable, donc on commence à se scandaliser, on commence à s'agiter. Certes, ça rend beaucoup de gens un peu plus fous, ça les incite à faire des bêtises, il y a cette montée de la colère et tout, mais en même temps, ça incite les gens à plus rester inertes. Donc moi j'avais tendance à penser que c'était aussi malgré tout l'ouverture de quelque chose de possible, parce que les personnages au moins, enfin c'est pas les personnages, mais les gens au moins sont plus enclins à plus se laisser enfermer dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils sont socialement, dans le rôle et tout, sont plus enclins à sortir d'eux-mêmes, à accepter même à rencontrer d'autres gens, à entendre des paroles qu'ils n'auraient pas entendues sinon, à se rencontrer les uns les autres, à oublier un peu leur ensevelissement dans un rôle. Quoi. Ils n'arrivent plus à être les personnages sociaux qu'ils sont censés être, ils sont plus seulement leur métier. Et ça fait un peu éclater, c'est comme ça fait un peu éclater l'enveloppe superficielle, et je pense que ça, c'est un point positif. Là, je reviens vraiment à mon roman, parce que moi, je voulais vraiment montrer ça, et montrer des gens qui, en même temps, beaucoup de mes personnages dans mon roman ont des fonctions, même officielles, autres, donc c'est des gens qui, au départ, peuvent apparaître comme des scellés. Mais justement, au fur et à mesure du roman, à cause de leur comportement un peu contradictoire, à cause de ce qu'ils ressentent, ils se comportent plus comme des CV. Le type, au début, le personnage principal, au début, c'est le sous-directeur des instruments d'avenir au ministère de l'économie résiliente. Bon, j'ai inventé ça, ça n'existe pas, mais ça pourrait. Mais petit à petit, il devient quelqu'un de réel. Il sort vraiment de sa gang. Alors, il y arrive. Le problème, c'est qu'il sort de sa gang, mais sans y arriver. Donc, ça part un peu en vrille. Et bon, au bout d'un moment, alors je vais un peu spoiler, mais pas tout à fait, mais c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez le sketch des Inconnus, qui s'appelait Jésus 2. Bon, c'était censé être un remix de la vie de Jésus avec Stallone dans le rôle de Jésus. Finalement, pour sauver sa peau, il doit mourir. Et ensuite, on voyait Jésus, incarné par Stallone, en train de se recoudre, etc. Et mon personnage, c'est un peu ça. Disons, il faut qu'il soit cassé en miettes pour revivre différemment. Donc lui, il va être cassé en miettes concrètement, puisqu'il tombe dans une crevasse, il ne va pas passer pas loin de la mort. Mais c'est un peu, malgré tout, le positif du roman, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, le lâcher-prise à l'intérieur des personnages, qui fait qu'ils se mettent à délirer, à faire des bêtises, c'est aussi ça qui va les laver un peu, qui va les passer à l'essoreuse, qui va les laver de tout ce qui les retient dans la société, qui les empêche de faire autre chose, qui les empêche d'être vraiment eux-mêmes. Et au bout du compte, quelque chose de positif peut traverser. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire sentir dans la manière dont j'ai écrit des personnages. C'est-à-dire, je les ai écrits de l'intérieur, dans leur flux de conscience un peu agité, mais en essayant de ne pas être caricatural, en essayant de montrer vraiment qu'il y a quelque chose de profondément humain dedans, en essayant déjà d'avoir de l'empathie pour chacun, de prendre le parti de chacun, et d'essayer de montrer que les sentiments, que les peurs, que les espérances de ces personnages-là sont plus grandes qu'eux, que ça peut sembler ridicule, que les actes, que ce qu'ils vont dire, il y a toujours quelque chose d'un peu dérisoire, souvent quelque chose de mesquin, mais ce qui est derrière, c'est plus grand. Et plus il y a de choc, plus la chance de libérer ça, de libérer ce qu'il y a dans chaque humain, est grande aussi. Donc je vois aussi un peu l'éco-anxiété, et pas que l'éco-anxiété d'ailleurs, mais le fait à un moment donné de ressentir le double bind de manière brutale, comme quelque chose qui peut être libératoire. Hein. Mais sans aller jusqu'à de la grande philosophie. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut péter les plombs, il faut que ça aille plus pour pouvoir changer de vie. Hein. Tant que votre vie est à peu près supportable, vous ne changez pas ce qui ne va pas. À partir du moment où, même professionnellement, à partir du moment où vous avez votre burn-out, à partir du moment où ça se barre vraiment, là, vous avez la possibilité de vous transformer. Quand vous pouvez trop vous accommoder avec ce qui se passe, vous risquez d'être trop résilient et du coup de nourrir le mal en vous. Enfin, il faut que Donc l'éco-anxiété, ce serait presque mieux de l'avoir à fond pour devenir ça dépend ce que ça s'appelle, ça dépend ce que vous appelez l'avoir à fond. Ça dépasse. Oui et non, parce que si ensuite ça vous plonge dans une espèce d'apathie totale, pas forcément. Si ça vous plonge dans un délire total, pas forcément. Moi, la plupart de mes personnages, c'est des gens qui sont très agités. Et donc, une grande partie d'entre eux, ils subliment ça, mais pas de manière positive. Ils subliment ça soit par des espèces de colère militante, mais qui du coup fait d'eux des gens un peu violents, un peu paranoïaques aussi, complotistes finalement, soit dans cette espèce de colère-là, soit même dans un vrai délire. Mais ça, c'est pas forcément la bonne manière de sublimer le choc, parce que ça, c'est une manière dans laquelle le choc
pour vivre avec vos contradictions, vous devenez fou ou vous devenez fanatique. Bah, vous n'avez pas résolu vos contradictions. Vous avez juste trouvé, vous ne les avez pas résolues, et pour vous empêcher d'éclater, vous êtes devenu une espèce de marionnette pire qu'avant. Donc, dans cette manière-là, non. Le personnage principal qui, lui, entre guillemets, il n'arrive pas à devenir fou. C'est un peu ça, il n'arrive pas à devenir fanatique, il n'arrive pas à devenir un salaud, il n'arrive pas à devenir fou. C'est pour ça qu'il va péter les plombs d'une autre manière, qui va provoquer un scandale d'État, et puis que finalement, à force d'imprudence et de bêtises, il va lui-même gravement se blesser. Mais c'est le fait d'arriver ni à devenir fou, ni à devenir un salaud, ni à devenir apathique qui va le libérer. Donc oui, c'est bien de vivre les choses à fond à partir du moment où ça vous transforme vraiment. Pas à partir du moment où vous en... Donc je réponds encore, ça dépend. C'est vrai que cette rentrée littéraire 2021, septembre 2021, c'est ce que j'ai énormément aimé dans votre roman, c'est justement ce choc entre différents milieux. Et au final, moi, dans les livres en tout cas que j'ai lus sur le sujet, vous êtes le seul. C'est-à-dire que des gens qui partent dans la forêt, essayer de se débrouiller avec 3 bouts de bois, il y en a. Non, des livres. Oui, peut-être des gens aussi. Des gens aussi. Enfin, mais en tout cas, arriver à mêler avec un petit peu, qu'on voit un petit peu comment ça se passe au niveau des gouvernements et tout, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'était la première fois qu'on avait aussi ce point de vue. Et je trouvais que les deux mêlés, c'était vraiment génial. Moi, j'ai quand même une question à vous poser. Donc, vos personnages, certains de vos personnages ne savent plus quoi faire et se regroupent et se disent on va essayer de créer un village, on va essayer de vivre dans une maison de manière autonome en Bourgogne. Elle est située en Bourgogne. Moi, si je vais en Bourgogne demain, est-ce que j'ai des chances de trouver cette maison? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est fictionnel, ça? Alors, la maison, vous allez en trouver une qui ressemble vraiment beaucoup. La forêt autour, la forêt d'Hôte, elle existe. Hein, c'est une des plus grandes forêts bourguignonnes qui, historiquement, a une grande importance parce que c'est de là d'où on a cheminé le bois dont les rois de France, pendant longtemps, avaient besoin pour leurs travaux dans Paris. Donc, la forêt, elle existe. Ces paysages-là, ils existent. Puis le type de paysage, la maison elle-même, elle existe. Il n'y a pas du tout ces gens-là dedans. Moi, j'ai mis totalement d'autres personnes dedans. Mais je l'ai aussi mis là, pourquoi? Parce que je voulais pas une communauté survivaliste, je voulais pas non plus une vraie ZAD. Je voulais vraiment montrer une communauté de gens ambigus. Et là où ils sont, c'est très facile d'y aller depuis Paris. Je veux dire, vous prenez le train à la gare de Bercy, vous descendez, que ce soit à Joigny ou à La Roche-Miguen, il y avait 1h20, 1h30, puis après, c'est un quart d'heure de route. Donc, c'est une manière assez facile, c'était aussi parce que c'était une manière assez facile de se donner à ces gens, de se donner l'air de s'être éloignés en restant complètement proches. Une bonne partie d'entre eux continuent leur vie d'avant. Parce que celui qui crée cette communauté, un des deux qui l'a créé, il continue à son travail d'ingénieur à Paris. Alors au bout d'un moment, comme son entreprise se fait racheter par une entreprise américaine, il est viré, mais il continue quand même sa vie d'avant. C'est aussi ça, vraiment. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils sont anxieux, parce que comme ils ont quand même leur imaginaire, ils disent on n'est pas survivaliste, on sait très bien que l'effondrement ça sera pas Mad Max, mais en même temps ils ont quand même cet imaginaire de tout s'effondre d'un coup, il y a une armée de zombies affamés qui arrive, donc c'est sûr qu'on est trop près de Paris, si un jour ça se passe pas bien, on va se faire envahir, on va se faire dévorer vivant. Mais c'était vraiment aussi ce parti pris de pas faire je veux montrer positivement des alters qui arrivent vraiment et négativement la vie gouvernementale. Je veux montrer la difficulté des gens qui essaient de s'éloigner en prenant des gens qui sont vraiment pris dans la contradiction. Alors dans la communauté, il n'y a pas que ça. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus vraiment, qui font de la permaculture ou autre. Puis il y a un personnage que moi j'aime bien, qui est le personnage le plus résilient du roman, mais qui n'est pas que l'absolote, qui est le personnage d'une femme qui s'appelle Katia. Alors Katia déjà, elle est née à Belgrade, donc c'est la seule qui sait ce que c'est qu'une guerre. Quand elle était enfant, elle s'est pris des bombes, donc voilà. Elle, entre guillemets, elle sait ce que c'est
qu'un effondrement réel. Au début, je voulais qu'elle soit libanaise, mais après, il se trouve que mon éditrice, pas l'éditrice de Basculer, mais l'éditrice de mon autre livre, Des Ubérisés, a sorti un livre qui parlait de l'effondrement, dont une des co-auteurs était libanaise et parlait du Liban et de l'effondrement, donc je n'ai pas voulu avoir l'air de plagier, donc mon personnage de Libanais est devenu yougoslave, enfin serbe, mais je voulais déjà montrer quelqu'un qui sait ce que c'est, quelque chose qui peut s'effondrer. Là, maintenant, à la limite, j'aurais pu la mettre de l'affaire ukrainienne aussi, mais là, ce serait un peu tard. Mais c'était aussi parce que, pour montrer aussi que ce qui rend les autres fous, c'est qu'ils ne savent pas se projeter dans autre chose. Et elle n'a pas de fantasme non plus. Elle n'a pas de fantasme viriliste ou guerrier sur la guerre. Parce qu'elle sait ce que c'est que la guerre. Et la guerre, c'est pas héroïque, c'est pas non plus aussi flagrant que Mad Max. Elle sait ce que c'est. Donc d'ailleurs, elle voit tout de suite, même au début de la crise du Covid et tout, elle ne croit pas à l'effondrement, mais elle voit tout de suite venir les contrôles de police, elle voit tout de suite venir toutes ces choses-là qui surprennent les autres, parce qu'elle a cette expérience-là. Elle est moins choquée. Puis par ailleurs, elle a un enfant qui est autiste, et assez fortement autiste, c'est-à-dire qui ne parle pas, qui sait faire pas mal de choses, mais qui est par ailleurs qui a vraiment des crises d'angoisse, c'est très profond. Donc elle doit au jour le jour faire quelque chose par rapport à lui. Et elle doit affronter aussi, là aussi des dangers qui sont très très concrets. Essayer de le faire aller à l'école malgré tout, lutter contre l'aide sociale à l'enfance qui dit toujours si cet enfant pleure, c'est parce que vous le traitez mal, donc on va vous l'enlever. Enfin, elle a tous ces combats-là au quotidien. Et tous ces combats-là au quotidien, plus son expérience, ça fait qu'elle n'a pas du tout le même rapport à l'avenir. Parce que déjà, ses problèmes sont au quotidien. Elle doit combattre au quotidien, et elle sait comment combattre, entre guillemets, elle n'est pas impuissante face à ça. Donc elle n'est pas du tout dans la situation de quelque chose qui vient dans bientôt, et elle ne sait pas comment faire. Elle a un quotidien très difficile, mais qu'elle arrive à affronter. C'est un peu la différence par rapport à l'ingénieur, qui d'un coup est viré, qui avait un quotidien, qui avait peur de quelque chose de lointain, mais le jour où il est viré, il ne sait pas ce qu'il sait pas faire avec le chômage, il ne sait pas faire avec plus d'argent, donc il est impuissant. Elle n'est pas impuissante. Et alors même que sa vie est plus difficile, elle est beaucoup plus, pour le coup, c'est un personnage beaucoup plus positif que les autres, parce que il y a une colère en elle, évidemment, mais qui devient plutôt, qui passe par un esprit de bataille, mais qui n'est pas un esprit de bataille vain. Je veux m'en sortir, qui aide à grandir. Et pas que pour elle. Ouais. Donc elle, c'est un personnage positif. Et moi, c'est aussi, j'ai vraiment voulu le montrer. Et elle est contre son gré. Ce qui montre qu'il y a des personnages positifs dans son livre. Mais elle aussi, elle n'a pas voulu être dans cette communauté. C'est parce qu'elle est avec quelqu'un, elle a un enfant avec quelqu'un qui... Alors, c'est encore un autre personnage qui s'appelle Arthur, mais qui n'a rien à voir avec notre ami Arthur Keller. Là, franchement, Arthur Keller qui est grand militant d'écologie et de la résilience, et puis qui était un des fondateurs de notre association aussi à Adrastia. Moi, je l'ai appelé Arthur par un clin d'œil, mais le personnage n'a absolument rien à voir avec ça. Le personnage d'Arthur, c'est, on va dire, un ancien, quelqu'un qui a d'abord été un peu marginal, qui a beaucoup fumé, qui un jour a été agressé très violemment, à force de fumer, de ne pas réussir à payer, tout ça, et puis qui est resté traumatisé de ça, et donc qui est vraiment dans un rapport paranoïaque. Qui est dans un rapport paranoïaque à l'effondrement. Lui, vraiment, il interprète la réalité toujours comme quelque chose de très menaçant. Et c'est lui qui a voulu rejoindre cette communauté. Alors, et elle, comme elle a un enfant avec lui, elle l'a accompagné, mais elle les trouve stupides. Enfin, pour le coup, c'est elle qui a le regard le plus dur par rapport à eux, parce qu'elle dit, moi je sais ce que c'est qu'une guerre, vous allez, non seulement si ça se passe mal, vous êtes les premiers à mourir, mais en plus si ça se passe mal, vous allez être les premiers à me tuer moi, à me livrer moi, parce que je suis étrangère. Enfin, vous êtes les derniers chez qui j'irais me cacher si jamais je devais sauver ma peau. Donc c'est la plus négative alors qu'elle est parmi eux, et aussi parce qu'elle voit tout ce qui ne va pas, parce que dans cette communauté, il y a ceux qui ont vraiment peur et qui ne savent pas quoi faire, puis il y a ceux qui ont compris comment faire pour exploiter la peur. Ce que j'ai aussi rajouté, alors je n'ai pas écrit 3 tomes, donc je n'ai pas pu développer tout ça, mais il y a un des personnages de cette communauté, qui s'appelle Johanna, qui est coach en développement, coach en résilience, et qui en réalité est un personnage abominable, parce qu'elle les pousse tous dans leur angoisse pour les rendre dépendants, et mine de rien, elle se fait payer, et mine de rien, elle crée une espèce d'emprise
Et elle empêche aussi leur éco-anxiété de devenir autre chose, parce qu'elle les embrigade dans quelque chose de demi-sectaire, mais en même temps pas totalement. C'est une espèce de terrible parasite. C'est vrai qu'au départ, on a envie d'aller en Bourgogne. Au départ, le projet est sympa. On se dit pourquoi pas, ça peut fonctionner. Moi, j'ai trop peu de recul, de connaissances sur le sujet, surtout au moment où j'ai lu le livre. Et c'est vrai que petit à petit, voilà, c'est vrai que certains personnages, voilà, on n'a pas bien envie de les croiser. Mais vous parliez à l'instant d'Arthur. Moi, je trouve qu'Arthur est le personnage, avec Cassia évidemment. Mais Arthur est vraiment un personnage très marquant, parce qu'on a presque l'impression que lui, il attend l'effondrement, mais presque avec... il fantasme, entre guillemets. Il y en a plusieurs comme ça. Mais lui, oui. Mais lui, en même temps, je ne veux pas tout expliquer psychologiquement, mais lui, tel que je l'ai construit, c'est vraiment... le grand fait de sa vie, c'est un jour qu'il était... alors, il était à La Réunion, sur une plage complètement shootée aux amaltes, et il s'est fait tabasser extrêmement violemment, au point d'avoir une fracture du crâne par les dealers qu'il n'avait pas payé. Et ça l'a marqué ensuite. Donc il attend toujours que ça se reproduise. Donc c'est presque un soulagement pour lui quand ça arrive. Quand la violence lui arrive dessus, c'est presque un soulagement, parce que la violence, c'est moins fort que la peur de la violence. Il y a un autre personnage qui attend l'effondrement comme une révélation, qui n'est pas dans cette communauté, c'est le personnage de Luca. Alors, Luca, c'est totalement autre chose. Luca, c'est un vigile. C'est un vigile qui est le vigile de la fondation, d'une des grandes fondations qui finance un peu... alors, qui finance des documentaires, qui finance, mais de manière un peu ambiguë, des documentaires écologiques, des choses comme ça. Et en particulier, il est devenu plus que le vigile, mais il est devenu un peu l'espion d'un autre personnage qui s'appelle Mathilde. Mathilde, c'est la fille d'un grand acteur, c'est une fille assez riche qui est à la fois très militante, mais en même temps voulant faire du buzz. C'est elle qui crée vraiment un mouvement politique par rapport à ça. Et elle est très ambiguë, parce qu'à la fois elle a ce côté radical, mais en même temps elle a ce côté drama queen, et en même temps elle-même elle est un peu manipulée, donc elle est un peu manipulée par le président qui lui fait des promesses, et elle a quand même envie de devenir quelqu'un d'important aussi. Mais en tout cas, c'est elle qui a réussi à créer du bruit médiatique autour de ça. C'est elle qui fait passer toute cette communauté et toutes ces idées à un autre stade. Et parce qu'elle arrive à trouver de l'argent, parce qu'elle maîtrise les bons codes. C'est l'autre personne qui fait un peu les liens entre les milieux. Il y a elle, et puis il y a le personnage de l'énarque. Donc Mathilde, elle a repéré ce vigile. Et elle s'est rendue compte que c'était un type qui savait y faire, qui en voulait vraiment. Et donc de vigile, elle en a un peu fait une espèce d'associé, qui est un peu une espèce d'espion, enfin, qui se met à jouer un rôle là-dedans. Et donc Luca, pour lui, l'effondrement, c'est un peu sa deuxième chance, parce que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu assez modeste, qui a eu pas mal de problèmes dans sa vie, comme c'est quelqu'un de très fort, qui s'est retrouvé en tôle, même pas exprès, mais parce que comme il était fort, quand il s'est battu, il a gagné, et puis il a gagné un peu trop. Il a tout ce passif-là. En même temps, il s'est beaucoup informé par lui-même. Il a un côté très... il s'est beaucoup informé, mais en même temps, en lisant l'histoire de France d'une manière qu'il a... il est crypto-zémourien, quoi, disons. Mais c'est pas du tout un imbécile, mais il est vraiment dans cette espèce de chose où plus il essaie de se réapproprier sa vie, plus il a l'impression qu'on la lui vole, donc il est en même temps pris dans des idées un peu d'extrême droite, mais en même temps il est très informé sur le plan écologique. Enfin, il y a un côté, il y a un peu, mais il y a une efficacité militaire chez lui malgré tout, et elle lui donne cette possibilité-là, c'est-à-dire de vigile, il est plus devant la porte, il commence à faire pas mal de choses, donc pour lui l'effondrement c'est un peu une nouvelle chance. Vous vous mais d'un coup un type comme moi, non seulement je suis costaud, mais je sais y aller. Dans ce contexte-là, je deviens utile, je redeviens quelqu'un sur qui on peut compter. C'est comme si ça lui donnait un peu un avenir. Alors après, il va un peu replonger, parce que, bon, je ne vais pas tout spoiler, mais disons, le fait d'avoir des tendances violentes et d'être très costaud et d'être dans un environnement où tout le monde est parano, ça peut inciter à taper un peu trop fort à un moment donné. Mais en tout cas, ce personnage-là aussi. Mais d'une autre façon, lui, c'est pas la révélation, c'est dans ce monde chaotique où les valeurs se remettent à bouger,
moi, je redeviens utile. Je cesse d'être en bas de la pyramide, je redeviens quelqu'un sur qui il faut compter et qui va je vais avoir ma chance. Il y a des personnages comme ça. Mais de la même manière, je parlais de Mathilde. Mathilde, c'est donc la fille d'un grand acteur, quelqu'un que je décris comme quelqu'un d'assez colossal, qui pourrait avoir eu un passeport russe à un moment donné, pour ne pas trouver de modèle. Non, mais j'avais un peu de Depardieu, j'avais entre Depardieu et Jean Reno en tête quand j'ai parlé. Et elle est écrasée elle a toujours voulu se libérer de cet écrasement-là, mais en même temps, elle a le même genre elle a son père en elle aussi beaucoup en termes de charisme, comme ça. Et donc elle s'est lancée aussi dans le cinéma, mais de manière plus altère, dans le documentaire écologique et tout ça, mais avec sa puissance médiatique. Et le moment où la crise vient, le moment où elle commence à être médiatisée, ça devient sa chance pour elle, parce qu'à la fois, elle est plus marginale, elle commence à compter pour elle-même, mais en même temps, elle commence à compter pour elle-même à la manière de son père. Elle avait quand même besoin d'être quelqu'un d'important. Donc ça lui permet de redevenir quelqu'un d'important. Et que son nom devienne le sien, soit plus seulement le nom de son père. Donc là aussi, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la cause, mais à partir du moment où la cause commence à sortir, se laisse manipuler par elle, et il commence à en changer totalement. Je vais parler encore d'un autre personnage. On a vraiment beaucoup. Je vais encore parler d'un autre personnage qui est, lui, un personnage vraiment central, qui est le personnage du scientifique. Le personnage du scientifique qui s'appelle Stanislas. Alors, c'est un mathématicien qui est devenu un peu contre son gré, et un peu à cause de Mathilde d'ailleurs, qui l'a forcé à se médiatiser, qui est devenu une figure de proue. Des mouvements, pas seulement écologistes, mais vraiment décroissants. Qui est devenu une figure de proue, parce qu'à la fois c'est un très très bon mathématicien, et c'est quelqu'un qui a ce côté très convaincu, c'est une espèce de mix d'Aurélien Barraud et de Greta Thunberg, on va dire. Donc ça fait de lui quelqu'un d'extrêmement intelligent, de très convaincu, et qui a quelque chose de christique, justement, et qui marque immédiatement. Donc à cause de ça, il est poussé en avant, justement, parce que c'est la figure de proue parfaite pour des mouvements qui veulent convaincre les gens, mais en même temps avec une tendance un peu sectaire. Ce mathématicien, lui, il est vraiment dans une vision très rationnellement, voilà tout ce qui ne va pas, voilà la seule manière de faire. Sauf que il n'a pas du tout, il n'a pas du tout prévu non plus. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il se passe quelque chose. Il n'a pas du tout prévu que ce qui se passerait, c'est qu'il deviendrait une espèce de star. Il gère extrêmement mal cette notoriété et tout ce que ça suscite de projection, parce que les gens viennent à lui comme vers le Christ, pour d'avoir une espèce d'onction des mains. Et lui, je dis, les gens viennent à lui pour le dévorer presque, enfin, comme si pour dévorer son corps, parce qu'il y a une espèce d'attraction sur lui. Et même Mathilde, elle est un peu comme ça, elle a un amour cannibale par rapport à lui. Donc il devient une espèce de figure gourou emblématique contre son gré, il essaie de fuir ça, et en même temps on essaie toujours de le repousser là-dedans, alors que c'est quelqu'un qui ne supporte pas, au contraire, déjà il ne supporte pas l'imprécision, il ne supporte pas le bruit. Et lui, c'est amusant d'ailleurs, parce que lui, c'est le seul personnage qui est réfugié à un endroit qui est vraiment beaucoup plus éloigné. Lui, il est en montagne, dans quelque chose, c'est plutôt la Savoie qu'ici, hein, mais il est vraiment beaucoup plus éloigné des grandes villes. Il a une vraie capacité, lui, à être autonome, parce qu'autant il n'aime pas les gens, autant il s'en sort assez bien avec les choses. Et toutes les scènes autour de lui, c'est aussi des scènes qui sont là pour faire contrepoint, parce que par rapport à cette agitation humaine, et par rapport à cette espèce de vitesse, il y a des montagnes, il y a des paysages qui sont très fixes, qui sont très à la fois reposants, mais majestueux, il y a un rapport à la couleur et tout, qui est totalement différent. Et lui, c'est quelqu'un qui vit un peu dans cette extase par rapport à ça. On essaie tout le temps de lui arracher. Et donc lui, c'est encore autre chose. C'est quelqu'un qui voit le message qu'il porte faire jour. Donc ça, il devrait être content, mais ça ne fait pas du tout jour comme il voulait, parce qu'au lieu de dire « Ah, ben c'est bon, on a entendu, on va faire quelque chose », c'est « Ah, mais sauve-nous, viens nous sauver », puis au bout tous les gens veulent lui courir après, puis ensuite les gens veulent le crucifier, parce qu'on attend presque que ça soit... On n'attend pas... Au lieu de le voir comme un lanceur d'alerte, on le voit comme « Ah, mais tu ne nous as pas sauvés, tu n'as pas changé le monde ». On le voit comme si c'était lui qui avait le pouvoir de tout transformer, et on lui reproche ensuite de ne pas le faire. Et donc, voilà, il a cette espèce de destin de Christ malgré lui, de Christ cosmique malgré lui, entre guillemets.
Alors, je fais une petite remarque en plus. J'ai mis beaucoup de personnages dans ce roman. D'abord parce que je voulais au départ écrire 3 tomes. Ensuite, j'en ai fait moins, bon, d'une part parce qu'un premier roman, on ne peut pas l'écrire en 3 tomes. Et ensuite, parce que je me suis dit que le fait d'avoir beaucoup de personnages, très rapidement, même si c'était un peu difficile à lire parfois, ça correspond un peu à ce qui s'est passé à cette période, où tout s'est accéléré. Et j'ai mis un fil rouge, qui est le personnage principal, donc du haut fonctionnaire qui est déchiré un peu entre tout ça, mais je voulais qu'il s'entrechoque vraiment avec beaucoup d'autres très vite. J'avais l'impression qu'il y a eu cette espèce de sentiment bizarre à un moment quand la crise est venue. À la fois on est choqué, on est impuissant, et en même temps on a l'impression que tout va à toute vitesse, sans qu'on ait le temps de le maîtriser, comme si les trucs paf, 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 paf. Et donc j'ai assumé un peu le fait de mettre beaucoup de choses en 350 pages, mais en me disant le rythme rapide, même s'il peut engendrer parfois des difficultés de lecture, cette difficulté de lecture, elle rend vraiment compte aussi de la difficulté qu'on a eu à appréhender le réel. Et si je le disais plus lentement, je dirais autre chose. Je ne dirais pas forcément ce qu'on a ressenti pendant cette période-là. D'où un peu, en me disant, la difficulté parfois, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais les ellipses, la rapidité, la difficulté à saisir tel ou tel personnage, le fait que les réactions soient rapides, que les transformations, les changements même de comportement soient rapides, ce n'était pas une faiblesse de la narration, c'était vraiment pas une restitution, mais ça exprimait vraiment ce qui s'est passé. D'ailleurs, ce qui s'est passé, pas seulement dans la tête des gens, hein, mais dans le réel, enfin, le gouvernement changeait d'avis tout le temps, les annonces changeaient tout le temps, on a vécu là-dedans, donc le livre, il est aussi là pour exprimer ça. Donc vraiment, vous ne sentez pas, quand je dis qu'il y a plein de personnages, ça peut vous noyer, entre guillemets, il faut le livre, faut un peu jouer le jeu en se disant, je ne vais pas essayer de comprendre en détail exactement qui est qui, pourquoi tel ou tel fait ça. C'est comme dans la vie, comme vous avez vu, les gens, les informations, les discours, les comportements, ça passe comme ça. Vous n'avez pas forcément le temps de tout rationaliser. Vous avez des temps d'arrêt. Moi, je dis, le personnage principal, il faut le faire tomber au fond d'une crevasse, il faut qu'il soit en train de mourir, et là, il est à l'arrêt, et là, il se calme. Là, il a le temps de revivre sa vie. Donc, voilà, il y a des temps de calme, mais il faut qu'il lui arrive ça. Sinon, il est dans cette espèce de rythme rapide. Mais ce rythme rapide, c'est aussi ça contre quoi, c'est ce qu'on a vécu, c'est un peu ce contre quoi on se débat. Alors, j'espère juste qu'on n'aura pas besoin, nous, d'arriver aux portes de la mort pour le quitter. Alors, moi, je tiens à te remercier déjà pour cette première partie. Nous allons passer à la deuxième partie. Je vous invite à réfléchir, faire des observations, des questions sans doute. Voilà. Cette fois-ci, la parole est à vous. Moi, je n'interviendrai plus. Donc, voilà. Moi-même, j'ai parlé à toute vitesse de manière un peu zapping. C'est pour ça qu'on peut revenir sur certaines choses. C'est vrai que s'il y a des choses qui ont pu vous sembler un petit peu obscures parce que passées trop rapidement, voilà, c'est le moment aussi. Moi, j'ai fait cette dernière remarque parce que moi, j'ai constaté quelque chose qui m'a beaucoup surpris dans les dernières rentrées littéraires, en particulier dans certains livres. Je me suis rendu compte que j'ai eu l'impression, d'après les livres, certains livres qui marchaient très bien, que beaucoup de gens avaient besoin de retrouver par la lecture une espèce de lenteur. Et donc, des livres qui racontaient très lentement, qui laissaient le temps de s'installer dans la vie du personnage et tout, étaient très appréciés parce que c'était comme une espèce de retour au calme. Et c'est vrai que moi, j'ai pas du tout fait ça. J'ai amené l'agitation du livre du monde dans mon livre. Moi, je lis Anéantir de Houellebecq. Moi, j'étais très content parce que mon livre se passe à Bercy, le sien aussi. Pour moi, je l'ai fait avant lui. Et puis, il arrive à mon personnage une partie de ce qui arrive au sien. Lui aussi, il doit mourir sauf que lui, il meurt le sien, il meurt d'un cancer. Le mien, il meurt pas, mais il se casse dans une crevasse. Mais son rythme est extrêmement lent. C'est vraiment tout un roman une espèce d'assomption de la lenteur qui est aussi marquée par l'acceptation de la vieillesse. Et je sais que même moi, j'avais envie de rentrer là-dedans parce que ça restituait un peu cette capacité à faire attention aux détails du jour le jour. J'ai pas fait ça dans mon roman, mais en même temps, vraiment, c'est parce que j'avais l'impression que pour... Trop de choses à raconter en beaucoup de choses. Non, mais il y avait ça, mais je l'ai assumé parce que, bon, d'une part, parce que voilà, moi, je sais pas comment dire ça,
mon affect personnel, c'est quand même une certaine forme d'agitation, donc avec ça, on crée aussi avec ce qu'on est, et aussi parce que je pense qu'il y a une certaine vérité là-dedans, hein, même, alors je ne peux pas me comparer à Houellebecq, enfin, je veux dire, ce serait horriblement présomptueux, mais au moins Houellebecq a tiré aussi sa vision du monde de ce côté un peu distancié, dépressif, qui lui permet d'être objectif, et en même temps qui lui permet d'épouser le temps qui passe. Et il y a vraiment une manière dans ses livres d'entrer dans un rapport sensible où on est à la fois englué, mais en même temps on sent le temps passer, vraiment. On éprouve ce passage-là. Alors que moi, j'ai décrit plutôt la saturation, les gens aux prises avec la saturation de l'information et avec les réactions permanentes de leur anxiété. Mais tout le livre n'est pas comme ça. Et il y a vraiment, c'est pour ça que les montagnes surgissent au milieu, c'est pour ça que la nature surgit parfois pour arrêter ça. À un moment donné, le calme surgit, mais il surgit un peu comme un cadeau empoisonné, puisque quand c'est l'accident, mais voilà. Enfin... Et effectivement, je ne vois pas comment vous pouviez l'écrire autrement, étant donné le sujet qui, de toute façon, on est dans une certaine forme d'urgence dans ce livre. Oui. Voilà. Cette fois-ci, oui. Vous ne m'entendrez plus. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association Adrastia ? La vraie Adrastia, alors, parce que la vraie Adrastia, vous avez son ancien président ou président d'honneur juste devant vous, là. Moi, je peux en parler pour en dire du mal, mais non, je vais exagérer. Non, moi, je peux parler de... Je peux dire un peu plus, je peux revenir un peu plus sur la manière dont, à l'époque, j'étais rentré dedans. Moi, j'avais accepté de faire partie du comité au moment où Vincent l'a créé. J'avais pas forcément la même vision. Je ne savais pas exactement ce que ça allait être. Je pensais que ça pourrait être pas mal de choses. Moi, j'ai jamais eu, je pense qu'on va pouvoir revenir sur ça, moi, j'ai jamais cru, et de moins en moins maintenant, à la pertinence d'une théorie de l'effondrement. Parce que je pense, si vous me laissez 5 minutes, je vais peut-être dire ce que je pense sur l'effondrement avant d'en venir à Adrastia. Je pense que l'effondrement, c'est une thématique trop massive. Que l'effondrement, c'est une thématique trop massive qui, à la fois, nous rend impuissants et nous rend aveugles par rapport à la multiplicité des effondrements qui arrivent, en réalité. Parce que l'effondrement, c'est une... D'une part, donc ça problématise un déclin général. Alors, un déclin général qui prend une certaine forme, la réduction de complexité de la société, inéluctable, et dans certains cas, alors pas chez tous, mais dans certains cas, qui conduit vraiment à la quasi-extinction. Le terme d'effondrement, c'est venu un peu de l'analyse qui avait été faite de certaines sociétés qui se sont de facto effondrées en extrapolant un peu ça à la civilisation, à l'ensemble du monde. Sachant que les exemples qu'on donne, en général, pour parler de l'effondrement, sont très variables. On parle de l'effondrement de l'Empire romain. Mais parler de l'effondrement de l'Empire romain, c'est très, en réalité, c'est très trompeur. L'Empire romain, c'est quelque chose de gigantesque, dont la moitié, l'Empire d'Orient, a tenu encore 1000 ans, après que l'Empire d'Occident s'effondre. Et encore, s'effondre, ça veut dire quoi ? L'Empire, il était hybridé depuis longtemps avec des tribus barbares qui étaient devenus ses soldats. Rome a été prise, d'accord, mais tout s'est extrêmement, de manière extrêmement différente selon la proximité avec les centres. Ce qui était loin, l'Angleterre, l'Écosse, là oui, ça a été une horrible descente, un retour vraiment degré zéro de la sophistication de la société. À d'autres endroits, ça a tenu, ça s'est transformé très vite. Une partie de la culture romaine ou gallo-romaine est rentrée dans d'autres empires. Donc, effondrement de l'Empire romain, ça veut dire que oui, il n'y a plus d'empire romain comme tel. Mais après coup, ça s'est transformé. C'est pas du tout la même chose que l'effondrement de la civilisation maya, où là, ça disparaît, tout le monde meurt, ou c'est absorbé par les Aztèques ou autres. Et encore une fois, entre le fait qu'une entité politique disparaisse, entre le fait qu'un type de civilisation disparaisse, entre le fait qu'il y ait une invasion, il y a plein de variantes dont je trouve en fait un peu dangereux déjà de mettre tout ça sous le même terme. D'autant, moi j'ai toujours un autre exemple, je pense toujours, on a trop tendance à
on a trop tendance à associer l'effondrement à l'effondrement vraiment physique, matériel, avec beaucoup de morts et tout ça. Or, je vais reprendre moi l'exemple de l'URSS. Vous avez l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, qui subit un choc hallucinant, qui prend 25 millions de morts, où partout où va l'armée allemande, il y a la terre brûlée, il y a un degré il y a un niveau de destruction qui est vraiment absolument colossal, et vraiment une hécatombe humaine, mais en même temps la structure politique tient. Parce qu'elle est horriblement dictatoriale, mais elle tient. Et à un moment où il se passe vraiment tout ce qui se passe dans les fantasmes actuels de l'effondrement. Enfin, il y a 1200 villages brûlés en Ukraine. L'Ukraine, c'est le pays qui a le plus souffert au XXe siècle. Je veux dire, ça a été génocidé sous Staline, puis regénocidé par l'armée allemande. Enfin, c'est vraiment... la violence s'est concentrée là. Les structures tiennent, alors qu'il se passe des violences qui feraient pâlir vraiment Mad Max. Et puis beaucoup plus tard, l'Union soviétique, elle se délite politiquement sans ce type de violence-là, et ça part un peu comme si ça se dissolvait. Donc, il y a énormément de manières pour des catastrophes d'arriver. Je pense que l'effondrement, c'est un terme vraiment trop général. D'autant que, tendance à me dire, ça nous empêche un peu, justement, de voir venir tous les mal concrets, tous les petits effondrements divers et variés qui peuvent arriver. Parce qu'avec la perspective d'un effondrement général inéluctable, on ne sait absolument plus quoi faire par rapport aux différents chocs qu'on va encaisser. L'épidémie, quand elle est arrivée, moi je me rappelle qu'il y a parmi les collapsologues, pas mal de gens disaient c'est le début de l'effondrement. Je dis non, c'est pas le début de l'effondrement, mais en même temps on n'avait pas du tout prévu ça. De nouveau, c'est pas du tout Mad Max, c'est plutôt la Corée du Nord, l'État contrôle tout. Non, les structures s'effondrent pas. En même temps, notre liberté et pas mal de choses sont bien restreintes. En même temps, psychologiquement, on est bien éprouvé. Puis en même temps, au bout du compte, dans le monde, il y a quand même une quinzaine de millions de morts si on compte la surmortalité. Donc, c'est pas l'effondrement, mais c'est pas rien non plus. Et j'ai tendance à penser qu'il faudrait un peu s'enlever le terme d'effondrement, avoir un cadre un peu plus souple. On se dit, oui, toutes les données qu'on a, tous les chiffres qu'on a montrent bien que l'avenir ne va pas être génial, que vraisemblablement on va passer, il y a de grandes limites, que vraisemblablement on va passer par des phases de descente qui vont pouvoir engendrer de la violence, ce qui ne veut pas dire que c'est un déclin dans tous les sens, et que donc ça multiplie la probabilité d'événements brutaux, d'événements imprévus, d'événements qui peuvent être catastrophiques. Je pense que c'est très différent de dire ça, de dire on arrive dans une période de grand tumulte qui sera tout ce qu'on peut imaginer, mais certainement pas à la suite d'une période de croissance euphorique. Mais au moins, si on se dit ça, c'est-à-dire, si vous arrivez sur si vous êtes sur un radeau, vous arrivez sur un rapide, c'est très différent de se dire j'arrive sur un rapide, il faut que je m'accroche, parce qu'on va se prendre on va se prendre plein de chocs, on va se prendre plein de vagues, il faut qu'on arrive à traverser, de se dire j'arrive sur la chute du Niagara, je suis mort de toute manière, qu'est-ce que je fasse? Puis en plus, si vous dites j'arrive sur la chute du Niagara, alors que vous arrivez sur un rapide, vous arrivez sur le rapide sans vous être préparé parce que vous attendiez de toute façon à mourir, et puis donc vous mourrez, mais simplement parce que vous ne vous accrochez pas. Je pense vraiment que ce qui arrive, ce vers quoi on va, c'est un rapide. C'est pas, il faut le penser comme étant sur un radeau qui va sur un rapide, pas comme un radeau qui va droit sur la chute du Niagara. Parce que, aller sur la chute du Niagara, c'est se représenter rien. Et s'interdire de faire quoi que ce soit. Et même non seulement évidemment s'obliger à l'impuissance, mais même ne pas forcément voir le genre de mal qui va venir. Parce que très concrètement, ce qui nous menace immédiatement, c'est pas Mad Max. Ce qui nous menace immédiatement, c'est des problèmes qu'on connaît déjà, qui vont s'exacerber. C'est des inégalités, c'est le chômage, c'est des licenciements, c'est de la violence sociale, c'est toutes ces choses-là. Moi, je vois très bien, parmi les gens qui étaient dans la Drastia, des gens que je ne vais pas citer, mais qui entraînent leurs enfants à tirer, ou qui se préparent toujours qui pensent toujours au bout du processus, ils seront de toute façon plus là pour le voir en 2300, où hypothétiquement, potentiellement, la civilisation serait vraiment réduite. Entre-temps, dans les 10 ans qui sont passés, ces personnes-là, ils se sont pris
des rachats d'entreprises, le chômage, des maladies, des divorces, etc. Et à force de voir un mal lointain, énorme et irreprésentable, ils se sont pris tous les chocs du monde réel, rendus plus violents qu'avant, et sans que l'idée d'effondrement les protège en quoi que ce soit. Et au contraire, ça les dénude complètement. Donc, j'aime plus tellement l'idée d'effondrement en général. Donc, à l'époque déjà, j'avais un peu ce problème. Je me disais, Adrastia, c'était un peu l'occasion de se dire, en tout cas, on va dans une période où notre imaginaire de croissance et notre imaginaire de bien futur ne veut plus être là. On ne veut plus justifier nos vies par rapport à, en se disant, ça sera mieux plus tard. Ça pourra être mieux, mais pas forcément mieux dans le sens de plus de confort. On ne peut plus vivre, disons, comme dans les années 70, comme un compte en banque avec des pourcentages qui seraient assurés de venir, comme si vivre était une accumulation et une croissance. On ne peut plus se projeter là-dedans. Donc il faut réussir à vivre avec en reconstruisant un autre imaginaire, en reconstruisant d'autres façons de se projeter vers l'avenir, mais se dire aussi que cet avenir, ce n'est pas forcément négatif, ce n'est pas forcément parce qu'on ne sera pas plus riche dans 30 ans que maintenant, ce n'est pas forcément parce qu'on n'aura pas accumulé plus, ce n'est pas forcément parce qu'on n'aura pas construit de la manière dont nos parents ou nos grands-parents nous ont appris qu'il fallait construire, qu'on aura tout raté. C'était vraiment pour moi derrière l'idée d'effondrement, il y a vraiment cette idée de concevoir différemment ce que ça veut dire se projeter vers l'avenir. Disons, l'avenir, ça peut être du bien, la vie, ça peut être quelque chose qui vaut la peine, sans forcément être une accumulation, une croissance, même une espèce de perfection de soi un peu libérale. Ça peut tout à fait être autre chose aussi et valoir la peine d'être vécu. Moi, c'est vraiment ça que je mettrais dedans. Mais tel qu'Adrastia a été créé à l'époque, il y avait quand même... Adrastia, ça ne disait pas ça. Adrastia, ça disait beaucoup plus. Adrastia, ça disait, de facto, tout va vraiment s'effondrer. De facto, il faut apprendre à l'accepter. Et, disons, il y avait un imaginaire trop stérilisant là-dedans. Enfin, il n'y avait pas d'imaginaire, pour le coup. Il y avait, justement, il y avait le refus d'avoir un imaginaire et l'envie d'avoir des espèces de démonstrations qui se donneraient comme mathématiques et scientifiques et qui cadreraient vraiment ce qu'on peut croire. Et ça ne me convenait pas vraiment. Ensuite, moi, je ne suis pas... le genre d'idées que je vous dis là, ce ne sont pas des idées si faciles à faire passer, parce que ce n'est pas des idées très concrètes, ce n'est pas des mantras qu'on peut répéter. Je veux dire, c'est beaucoup moins séduisant et beaucoup moins vendeur que de dire, il y a en 2030 vraisemblablement, ou à telle période, la courbe va s'infléchir, il y a tel processus qui fait que la transition est impossible, parce que pour passer à des énergies renouvelables, il faut une société qui elle-même se base sur des hydrocarbures. Enfin, mais dans des discours, dans ce que dit Vincent, puisqu'il est là, il y a des choses qui sont beaucoup plus articulées, du coup beaucoup plus faciles à répéter. Moi, je ne disais pas des choses aussi concrètes que ça. Moi, par rapport à tout ce qu'a écrit Vincent, ma position a toujours été, c'est une tendance, c'est pas une loi. C'est-à-dire, c'est une tendance, je pense que c'est très compliqué d'envisager une transition, parce qu'en effet, il y a des problèmes la forme de société qu'on a est basée sur la facilité d'extraire du pétrole, des hydrocarbures. Donc, pour transitionner, il faudrait modifier la forme de la société. C'est pas forcément facile. Il y a des effets de clic, ce qu'on appelle en économie ou ailleurs des effets de cliquet par rapport à la manière dont maintenant notre monde est organisé. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de transition. Je pense qu'au bout du compte, il y en aura une, mais il y aura une transition qui ne sera pas à un niveau de vie constant, qui sera à un niveau de vie bien plus bas. De la même manière, je ne pense pas que... moi, je l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas du tout qu'il soit impossible qu'à un moment donné, il y ait un mouvement collectif de décélération. Je pense simplement qu'il n'y a pas de loi qui fasse que la compétition nous mène dans le mur jusqu'au bout. Je pense simplement que la tendance est qu'avant d'être gravement blessé, on ne décélérera pas. Donc, là je me réfère vraiment, lisez le livre de Vincent pour connaître un peu ce qu'il dit. J'ai toujours considéré que ce qu'il décrivait comme des lois, pour moi, c'était des tendances générales, des propensions, des probabilités. Ça ne se passerait pas forcément exactement comme il le dit. Même si ça se passe comme ça, ce n'est pas forcément parce que c'était une loi, mais on peut faire une prédiction sans
que la prédiction soit liée au fait que la loi par rapport auquel on pense la faire décrit vraiment la réalité. Donc, je ne pense pas qu'il y ait, une nécessité à ce qu'un certain nombre de choses se passent d'une certaine façon. Je pense qu'il y a une probabilité extrêmement grande que notre avenir soit contraint. Et je pense que réussir déjà à intégrer ça, et à l'intégrer d'une manière qui ne soit pas destructive mais constructive, en se réappropriant ça et en essayant de recréer du possible à travers ça, je pense que pour moi c'est ça l'urgence. Mais c'est très difficile justement parce que c'est dur de dire ça, c'est dur de mettre du concret derrière. Si je vous dis, soit si je vous dis, comme Jean Covici, ben voilà, comme Jean-Marc Jancovici, ben voilà les chiffres sur ce qu'on a sur le rendement de tel et tel matériau, tout ça, on voit bien que ça ne va pas se faire, donc à tel moment il va se passer ça, et si on ne fait pas tel truc, il va se passer ça. Ben, entre guillemets, ça a une certaine évidence, c'est facile à répéter. Ensuite, Jancovici lui-même, il est toujours obligé Jean-Marc Jancovici, qui est très péremptoire dans ses prévisions, il est toujours obligé de les remettre à jour, parce que les ordres de grandeur qu'il donne, je parle comme si tout le monde savait de quoi je parle. Je ne sais pas, Jean-Marc Jancovici, c'est quelqu'un qui fait depuis longtemps des scénarios très très précis, liés en particulier à la difficulté de sortir du pétrole et aux difficultés de se baser sur les énergies renouvelables. En se basant sur les rendements des éoliennes, des hydroliennes, en se basant sur la nécessité de différents types de matériaux pour construire tout ça. Oui. Jean-Marc Jancovici. 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 Donc c'est un ingénieur, c'est quelqu'un de très très carré. Moi, je dis tout départ, c'est lui qui m'a rendu moi éco-anxieux. Ensuite, il a raison sur la tendance générale. Ensuite, dans les prédictions concrètes qu'il donne, il est toujours obligé de les remettre à jour, parce qu'il raisonne à partir de grands ordres de grandeur. En disant, bah, globalement, l'ordre de grandeur du rendement d'une pile, machin, c'est ça. Donc, pour que ça remplace du pétrole, pour que ça remplace une centrale nucléaire, il faudrait en construire tant. Sauf que les ordres de grandeur, petit à petit, ils changent, parce que petit à petit, les trucs se perfectionnent, petit à petit, ça s'améliore. Du coup, à chaque fois qu'il dit, bah, à telle date, on en sera là, bah, quand on a atteint la date, on n'en est pas exactement là où il a dit. Ce qui fait que globalement, oui, il a raison sur le fond, dans le sens où il y a une tendance, mais la manière dont il l'a décrit, ça ne se passe jamais comme il le dit. Donc, moi j'ai ce discours qui est... j'ai pas envie d'être trop factuel sur ce qui risque de se passer et sur les contraintes, sur la réalité et le type de contraintes qui nous arrivent. J'ai un discours qui est plutôt, ben, voilà, l'ensemble des paramètres dont nous disposons nous montre que quand même très clairement, voilà, on entre en zone tumultueuse, on va dans le rapide. Le rapide, on ne sait pas exactement ce que c'est, on sait que ça ne va pas forcément être agréable, et donc on a intérêt à changer un certain nombre de choses. Et si on ne peut pas... Alors, moi, je n'ai pas... Politiquement, je ne sais pas, mais on a intérêt à changer déjà pas mal de choses dans la manière dont on se projette, dont on veut vivre nos vies et tout ça. Ce qui est plus simple, ce qui est plus, en même temps moins séduisant, mais en même temps, j'ai l'impression qu'en pensant comme ça, au moins, on peut anticiper. Moi c'est pas du tout, je ne sais pas me vanter ou dire que ma méthode est bonne, mais moi, je fais pas partie des gens qui ont été complètement réduits à néant par la crise du Covid. Alors aussi parce que je suis fonctionnaire, donc j'étais protégé par plein de choses, mais je m'attendais depuis longtemps à ce que ça tangue, et sans penser forcément que tanguer voudrait dire s'effondrer. Donc j'ai été heurté, mais j'étais pas foutu par terre. Puis j'avais, en effet, je me disais depuis longtemps, mais s'il se passe ça, j'irai en Suisse. Des gens qui voyaient les choses plus dans l'absolu, en attendant l'effondrement, quand la crise a commencé, comme une partie de mes personnels se sont dit c'est vraiment l'effondrement. Ils n'ont rien su faire contre la crise, et puis ils ont pris des décisions qui n'étaient pas toujours bonnes. Il y en a qui, à cette occasion, ont perdu leur travail. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que je vais un peu de résumer mes dissensions avec la manière générale de voir les choses qui était celle de Vincent et que je sentais beaucoup prévaloir dans Adrastia. Il y avait vraiment dans Adrastia une tendance à compiler des chiffres, une tendance à compiler des choses pour essayer de dresser un panorama inamovible de pas forcément de ce qui nous attend, mais sous-tend ce qui nous attend. Moi, je
pense que ce qui nous attend va être difficile, mais qu'il ne faut pas non plus trop essayer de le normer, parce que ça nous empêchera de l'affronter. Là, j'ai vraiment parlé comme si tout le monde savait de quoi je parlais. En fait. J'espère que je ne suis pas trop... Ouais. Laure? Ou si d'autres personnes ont des choses à dire. Oui, Du coup, Vincent, je t'ai beaucoup parlé. Il y a un sage hindou qui disait la seule chose sûre quant à l'avenir, c'est qu'il ne sera pas ce qu'on imagine qu'il sera. Oui. Là, je suis complètement d'accord. Et moi j'ai il y a une autre citation que j'aime bien, mais je ne sais plus de quel historien, je crois que c'est Carlo Ginzburg, qui disait un des problèmes de ceux qui raisonnent par rapport à l'histoire, c'est qu'ils regardent toujours le mal passé et que ça les rend aveugles le mal à venir. Alors, Ginzburg, de nouveau, lui, il parlait de ça en commentant l'histoire de la révolution russe, en disant les révolutionnaires russes étaient obsédés par la révolution française. Et donc la révolution française, ils se disaient tous, la révolution française, finalement, c'est le meilleur des généraux né de la révolution qui est arrivé au pouvoir, qui est devenu empereur. Donc ils avaient une peur bleue qui est un Napoléon. Et donc ils avaient une peur bleue de celui d'entre eux qui jugeait le plus possiblement Napoléon, qui était Trotsky. Et ils n'ont pas vu Staline. Et finalement, la révolution a été confisquée par quelque chose qu'ils n'attendaient pas du tout. Ouais, moi, je trouve que c'est assez intéressant. Moi, depuis le début, j'ai toujours ça en tête quand je pense dans cette histoire d'effondrement. J'ai toujours l'impression que plus on essaie de se préparer à un certain type de choses, même pas forcément de se préparer, mais de les anticiper, plus on se crispe, plus on risque de se rendre aveugle au vrai choc qui va nous arriver dessus. Et vraiment, moi, la crise du Covid, pour une grande partie des effondristes, une grande partie des effondristes s'en défendaient, mais une grande partie des effondristes, ils avaient l'image de Mad Max en tête. Ils avaient l'image de la structure de la société qui s'effondre. Donc, si je veux dire un peu, ils avaient l'image de la Somalie, ou à la limite des zones du Mexique où il y a la guerre des cartels. Et ce qui s'est passé, c'est pas ça, c'est l'État partout. À la limite, si on devait pousser les tendances, c'est pas la Somalie, c'est la Corée du Nord. Bon, j'exagère, la France n'est pas devenue la Corée du Nord, mais ça c'est pas du tout. La manière dont les vies ont été altérées, elles ont été altérées, mais c'est pas du tout celle qu'ils attendaient, et ils ont été d'autant plus choqués que c'est pas ça à quoi ils s'attendaient. Et mes personnages aussi. Les personnages, un des problèmes dans cette communauté autonome, c'est qu'ils s'attendaient à être résilients. Ils ont pas, là, pendant la crise, ils n'ont pas besoin d'être résilients, juste ils sont enfermés à 1 kilomètre, ils sont enfermés les uns avec les autres, et ils ne se supportent pas, donc ils vont s'entretuer. Mais voilà, c'est juste qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit ça qui leur arrive. Je voulais juste faire une parenthèse, parce que bien sûr, nous avons donc les ouvrages de Vincent qui étaient là, la conférence précédente, c'était Vincent, donc ces livres sont là. Nous avons évidemment basculé, mais nous avons aussi le livre précédent de Florian Forestier, qui est désubérisé et qui est pour le coup un essai, je crois. Oui. Voilà, si tu as envie d'en dire 2 mots, ouais. Peut-être qu'on peut clore là-dessus. Ouais. Enfin, après, si vous avez des questions, mais voilà. Ça vous irait ? Moi, je veux dire 2 mots sur... Alors, voilà. D'ailleurs, pour présenter toutes mes excuses, parce que j'ai plein d'exemplaires chez moi, je voulais en importer 15 ou 20 ici, je voulais même les distribuer, mais parce qu'en plus, comme c'est un essai qui a pour but de convaincre les gens, j'ai souvent plus envie de le donner que de le vendre. Désubériser, c'est complètement autre chose. Donc, c'est un essai qui parle de la transformation numérique du travail, qui parle du phénomène de l'ubérisation. Alors, l'ubérisation, c'est vraiment la tendance à réussir à organiser le travail en se passant des formes classiques d'entreprise et de salariat, donc par des mises en relation algorithmiques, de telle façon que les gens, les travailleurs, sont soi-disant indépendants, mais en réalité, ils sont contrôlés. Donc, la réalité sur des trucs comme Uber, par exemple, un chauffeur Uber ou un livreur sur des Deliveroo, il a la statut d'indépendant, il n'est pas protégé par le salariat, mais il n'a pas du tout la prérogative, la liberté d'un indépendant. Parce que tout ce qu'il fait est contrôlé, le trajet qu'il doit faire est dicté par algorithme, le tarif qu'il va prendre, c'est pas lui qui le donne, c'est l'algorithme. Donc il est contrôlé, mais d'une manière qui n'est pas la forme classique du contrat de travail. Et nous, on a voulu un peu, avec mes collègues, prendre compte de ça, d'une part, analyser un peu ce qu'il y avait derrière, mais déjà comment fonctionnent ces firmes, comment elles se sont installées.
pas en disant que c'est mauvais. Hein. On a dit, on a étudié les moyens techniques qui étaient derrière, parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est le fait on peut traiter rapidement des données en direct. Donc on peut créer, on peut avoir on peut mettre en relation des gens en direct, pas seulement pour des chauffeurs ou des livreurs, hein, mais on a une capacité de traitement en direct qui permet de se passer de certains types d'intermédiaires. Ensuite, les entreprises qui sont nées de ça, comment elles ont fait? Elles se sont installées en disant, bah nous, on est des intermédiaires justement, on n'est pas des compagnies de taxi. Comme on n'est pas des compagnies de taxi, mais des intermédiaires, on n'a pas besoin de respecter toutes les normes. Donc, comme ils n'avaient pas besoin de respecter toutes ces normes, ils pouvaient être beaucoup plus compétitifs sur les prix. Donc évidemment, ils ont pris du marché. Ils ont rendu comme ça pas mal de gens captifs. Et après, c'est des logiques où plus la firme grandit, plus elle a du pouvoir. Donc plus elle prend un monopole. Et après, elle dicte le marché à partir de ce monopole. Et là, les conditions changent. Et là, les gens sont coincés dessus. Et puis là, en plus, la firme Uber commence à développer plein d'applis supplémentaires. Et vous êtes piégé dans un espèce de truc qu'ils ont construit. Donc, nous, on analysait d'une part comment ces entreprises gagnaient de l'argent. On se rendait compte que autant une firme comme Uber, qui fait Uber, c'est d'abord du transport de personnes, mais il n'y a pas que ça. Uber, à la limite, peut gagner de l'argent de différentes façons. Donc, on peut réguler Uber de telle façon qu'il ne soit pas obligé de faire des mauvais tarifs. En disant, on peut aussi avoir un modèle de montée en gamme. Donc, on dit, si on impose à une firme comme Uber de respecter les mêmes règles que les taxis, enfin, ce qui a été fait en France, hein, si on impose ça, on peut réussir à faire fonctionner ce type de firme sans la démolir, mais de telle manière que ça ne soit plus de la concurrence déloyale. Et donc, au lieu d'utiliser les moyens techniques pour contourner la loi, pour faire du dumping, pour démonter tous les autres, on dit, non, vous n'allez pas les utiliser pour ça, mais vous allez les utiliser pour améliorer le service, c'est ce qui existe vraiment, en respectant toutes les lois qui existent vraiment. Tellement on leur disait, mais vous prétendez que vous êtes complètement nouveau, vous n'êtes pas tellement nouveau, vous faites un truc qui existe depuis très longtemps, vous transportez des gens d'un point A à un point B, c'est pas vous-même qui le faites, d'accord, mais vous savez, les règles qui, sur le marché du transport individuel de personnes, ça existe, ça s'est installé du temps des calèches. Hein. Donc, les taxis, tout ce qui régule le marché des taxis, ça s'est mis en place à l'époque où on était à cheval. La voiture est arrivée, il y a eu les centrales à distance pour téléphonique à distance qui sont arrivées, donc il y a plein de changements techniques qui sont arrivés. Passer du cheval à la voiture, c'est pas rien. Et la loi n'a pas tellement changé. Donc Uber, c'est pas une révolution totale, c'est sûrement pas le fait d'avoir un algorithme qui permet de faire du contact en temps réel, c'est pas forcément un changement qui est plus important que le fait d'avoir une voiture à la place d'un cheval. Donc vous êtes juste dans la filiation d'une activité qui existe depuis longtemps, donc vous respectez la loi qui existe. À la limite, on la change un peu parce que, comme il y a de nouveaux moyens, il y a de nouvelles techniques, il faut en tenir compte dans la loi, mais voilà, vous vous inscrivez dans l'existant, et puis c'est tout. Il y a d'autres firmes, comme les livreurs, on se rend bien compte qu'ils, comme ils font des prestations à très faible valeur ajoutée, Deliveroo, ça livre, si c'est pour vous faire livrer un hamburger sur une course à 10 €, c'est très dur de mettre plus de 5 € pour la livraison. Donc, fatalement, Deliveroo, ils sont obligés de faire des tarifs lamentables, ils sont obligés de faire du dumping. La seule variable d'ajustement sur laquelle ils peuvent faire pression, c'est le livreur lui-même. Donc, c'est un modèle qui ne peut pas vivre comme tel s'il n'est pas prédateur. Donc, les firmes de livraison telles qu'elles existent vraiment, sans doute, il ne faut pas qu'elles survivent. Ou alors, il faut qu'elles se transforment vraiment, que ce soit des coopératives, que ça ne soit pas simplement de la livraison, mais autre chose. Mais déjà, la première chose qu'on a fait, c'était analyser ça. Est-ce que ces nouveaux emplois numériques, de quel genre de modèle, comment les firmes qui les utilisent peuvent gagner de l'argent? Est-ce qu'elles peuvent gagner de l'argent sans exploiter les gens? Deuxièmement, comment est-ce qu'on applique les lois déjà existantes? Troisièmement, comment on fait par rapport au salariat? Est-ce qu'on salarie tout le monde? D'une part, tous ne veulent pas. Il y en a beaucoup qui veulent rester indépendants. Et deuxièmement, salariés, ça ne va pas forcément régler tous les problèmes. Parce que les chauffeurs Uber, par exemple, ils râlent. Ils disent, on ne veut pas être salarié, on veut pouvoir fixer le prix de la course. Ils disent, on ne veut pas être salarié, mais on ne veut pas être contrôlé par l'algorithme. On veut pouvoir choisir le trajet qu'on veut, on veut ne pas être complètement tenu à la laisse par des moyens techniques.
Et si on les salarie, ça ne changera rien. Et si on les salarie, ça ne changera rien non plus sur le fait qu'ils ne savent pas comment est programmé l'algorithme. Ils ne savent pas pourquoi on leur propose telle course plutôt qu'une autre. Alors parfois, l'algorithme leur dit, ah, ben, t'as une course, enfin, ça a un peu changé, mais l'algorithme leur dit, ah, ben, là, tu as une course à 15 km, ils y vont sans savoir ce qu'ils vont prendre, et puis finalement, la personne fait 3 km, donc ils ont perdu une demi-heure pour aller prendre quelqu'un qui le prenne pour 6 ou 7 minutes. Et les chauffeurs, c'est surtout sur ça qu'ils militent. Ils disent, si on est salarié, ça ne va pas s'améliorer. Nous, on veut avoir une prise sur le fonctionnement de l'algorithme, on veut avoir une prise sur tout ça. Donc on a vraiment essayé de regarder en détail comment faire pour proposer de nouveaux droits, des droits, et pour mettre en place l'équivalent d'un autre dialogue social, l'équivalent de syndicat, mais qui n'implique pas forcément le salariat, mais qui permettent de créer de la négociation, de donner un pouvoir aux chauffeurs, mais sur tous ces trucs-là. Parce qu'en plus, une firme comme Uber, ça utilise aussi ce qu'on appelle du nudge. Du nudge, c'est une manière d'influencer le comportement des gens, mais de manière un peu implicite, selon la manière dont on leur envoie un message. Par exemple, Uber, l'appli, n'arrête pas d'envoyer des signaux pour dire « vous pourriez avoir une autre course ». Donc l'appli fonctionne de manière, un peu comme un casino, de manière à dissuader le fait de s'en déconnecter. L'appli n'arrête pas de mettre une jauge disant « ah ben voilà, si vous aviez accepté ça, voilà combien d'argent vous auriez pu gagner ». L'appli, elle propose la course d'une manière très soudaine qui fait qu'on a tendance à réagir dans l'urgence. Toute l'interface dont utilisent les chauffeurs fonctionne comme ça. Comme avec les techniques qui sont les techniques d'un casino. Donc ça, ils disent, on n'aime pas du tout, ça fait tout pour nous maintenir addicts, au détriment de notre santé parfois, parce qu'on reste pendant la nuit sur le truc, on accepte la course avant d'avoir le temps de réfléchir, puis après on est obligé de la prendre. Enfin, et ça, si on est salarié, on va pas qu'on soit salarié ou pas, ça va rester comme tel. Nous, on veut directement pouvoir négocier ça, on veut pouvoir déconnecter ces trucs-là, on veut pouvoir faire changer le mode de notification et autres. Donc on propose des choses assez concrètes là-dessus, sur le dialogue social, sur les objets que les chauffeurs pourraient négocier, sur la manière dont ils pourraient. Puis on propose aussi des modèles alternatifs, en essayant de voir comment des coopératives pourraient utiliser le même type de moyens techniques, mais pas à des fins capitalistes, des fins plus locaux. Là encore, on a vu beaucoup d'initiatives comme ça pendant la crise aussi, en disant pour organiser de la livraison locale et tout, c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir un stock de données, des interfaces comme à Deliveroo, mais que ça soit contrôlé par une communauté locale. Donc comment on fait pour mettre en contact les villes ou les régions avec des coopératives pour créer une concurrence mais qui soit non capitalistique? Comment on fait pour faire en sorte que les villes ou les régions puissent disposer de toutes les données que des firmes comme Uber ou Deliveroo ont déjà stockées pour mettre en place leurs services, pour ne pas être dépendantes d'eux? Donc ce livre raconte un peu tout ça. Ça expose assez simplement et assez clairement ce que c'est que l'ubérisation, comment ça fonctionne, comment ça transforme le fonctionnement des entreprises et le fonctionnement du marché du travail, ce qui ne va pas dedans, ce qu'on pourrait en tirer de bien, comment faire. Et bon, c'est pas mal, quoi. Et puis ça a eu, pour le coup, ça a eu un peu de l'effet, parce qu'on a réussi à faire passer ce type de propositions-là, même dans la loi. Alors maintenant, le gouvernement a fait en sorte, même si c'est passé dans la loi, c'est passé dans la loi de telle façon que ça va mettre tellement de temps à être mis en œuvre que ça perd une grande partie de son intérêt, mais au minimum, c'est rentré un peu... ça n'a pas du tout été vain. Ensuite, c'est l'écriture de ça, justement, et tout le travail que j'ai fait autour de ça, ça montre que dès qu'on veut essayer de changer vraiment les choses, on affronte des problèmes gigantesques et on ne peut les changer que par le petit bout. Alors, et c'est toujours très déceptif, et c'est toujours très lent, et on se heurte à plein de résistances. On arrive à changer un tout petit truc qui passe enfin, pour avoir l'espoir de faire passer quelque chose dans la loi, on est obligé de restreindre beaucoup notre demande, et une fois que c'est vraiment passé, on dit maintenant ça va mettre 5 ans à rentrer dans la loi. D'ailleurs, moi, mon personnage là, d'énarque dépressif, enfin pas dépressif, d'énarque en burn-out dans mon roman, pour me moquer de moi-même, il défend les thèses que j'ai dans des ubérisés. Lui, c'est ça son cheval de bataille. Il voit que ça passe pas, c'est ça qui le rend fou. Donc je me suis un peu moqué de moi-même aussi, puisque j'ai fait écrire à un des personnages de mon livre l'autre livre que j'ai écrit. Mais
Ensuite, pour être... mais j'ai aussi, parce que j'ai épongé mon sentiment d'impuissance d'un côté dans l'autre. Mais maintenant, pour revenir quand même sur les idées qu'on a pu avoir dans Désubérisé, ce qu'on essaie toujours de faire aussi, c'est de dire, même si ce qu'on fait passer n'est pas très important, ce qu'il faut réussir à faire passer, c'est un principe qui potentiellement peut avoir une grande implication ensuite. Par exemple, tout ce qui touche à la mise en commun, tout ce qui touche à l'économie des communs. Vous savez, l'économie des communs, c'est le fait de dire il faut arrêter de penser qu'une chose est nécessairement soit une propriété privée, soit une propriété publique. Pour dire, la propriété, le fait de posséder les choses, c'est historiquement construit. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de propriété comme maintenant. Au Moyen-Âge, il y avait différents droits d'usage. Même le seigneur, il n'était pas propriétaire de ses terres. Il avait tel droit sur ses terres, le paysan avait tel droit sur ses terres. Il y avait un ensemble de... Il n'y avait pas une propriété au sens de jouissance et de maîtrise telle qu'elle a maintenant, telle qu'elle existe maintenant. Et dans beaucoup de cas, encore maintenant, cette propriété est limitée à partir dans un pays comme la France. Dès qu'une infrastructure est considérée comme vitale, le propriétaire ne peut pas en faire ce qu'il veut. Quand votre maison est classée au patrimoine, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Donc, on a vraiment essayé de se dire, tout ce principe-là, de rétablir ce principe du commun, donc en termes juridiques, ça veut dire démembrer, de défaire un peu l'idée de propriété, mais pas pour dire, pas pour passer à une propriété de l'État, mais pour repasser à de la propriété en commun avec différents types de droits. Si on réussit à faire passer ce principe, même sur un pan très léger, sur quelque chose comme les données, le principe lui-même, il a une énorme puissance de transformation, parce qu'il remet en cause quelque chose qui est vraiment énorme, qui est la propriété privée. Et à partir du moment où le principe est passé, même de manière toute petite, intellectuellement, en termes de droit, il a une puissance colossale. Donc c'est un peu comme ça que j'essaie de résoudre un peu mon problème d'impuissance, en me disant, on arrive à cranter comme ça, mettre un coin qui, en termes de potentiel de transformation virtuelle, si d'autres s'en saisissent, c'est énorme, parce que ça ébranle vraiment des données très lourdes de nos sociétés, comme la propriété privée. La propriété privée, vraiment, ça a une histoire. Les êtres humains, ce ne sont pas d'un coup, elle n'est pas aussi vieille que les sociétés. Donc là, je passe sur une note un peu plus optimiste. Ce sont deux livres dans un style très très différent. Désubérisé, c'est écrit de manière très didactique, assez vraiment. Le but, c'était d'être compris par des journalistes et des hommes politiques. Donc en même temps, c'est pas très drôle, mais en même temps, c'est très clair. Basculer, il y a toute l'agitation intérieure dedans. Et puis les moments lyriques aussi. Parce que, peut-être terminer sur ça, mais encore une fois, je vais terminer sur ça parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu venir ici. J'ai voulu venir ici le jour où j'ai vu une photo du plateau, alors quand il faisait beau, au soleil, et j'ai trouvé ça vraiment beau. Et dans Basculer, il y a vraiment des moments qui sont aussi des moments d'admiration par rapport au paysage. La nature, c'est pas seulement quelque chose de menaçant, de dangereux, c'est aussi quelque chose de beau, quoi. Quelque chose qui, parfois, le fait d'être pris par ça, ça nous libère de nous-mêmes. Il y a pas que la nature n'est pas que le risque d'effondrement, elle n'est pas qu'une menace, malgré tout. C'est le côté contemplatif. Oui, mais contemplatif parfois, sauf que parfois il faut que la nature. Ce que je trouve quand je vais en montagne, par exemple, c'est je vais être rendu contemplatif parce qu'il y a des moments où ça surgit devant vous avec une intensité. Alors d'autant plus que moi je suis pas le seul dans cette salle, mais je suis très très sensoriellement disponible à certaines choses. En fait, aux couleurs, donc il y a des moments où quand vous arrivez devant un paysage de montagne, vous avez un ciel bleu, mais qui est vraiment un bloc de bleu avec une montagne qui se joue devant vous, vous n'avez pas le temps d'avoir envie de contempler. Vous êtes pris par ça. Et là où il y a une espèce de résonance qui est pas intellectuelle, c'est inscrit dans votre corps, c'est inscrit profondément dans votre corps de réagir à ça. Puis, c'est vraiment quelque chose que j'essaie aussi beaucoup de mettre dans mon écriture littéraire. J'aurais tendance, même si je ne me forçais pas, à en mettre trop, parce que les gens n'ont pas envie non plus d'avoir que de la captation par les paysages. Il faut aussi qu'il se passe des choses. La véritable contemplation, c'est bien de ne faire qu'un avec l'objet de la contemplation. Je ne sais pas à quel point on fait un, ou à quel point c'est une espèce de cercle vertueux. On tremble ensemble, enfin, on fait couple, quoi.
On fait un comme quand on fait l'amour, je veux dire, on ne fait pas vraiment un. Mais ouais, ça fait vraiment... Moi, c'est l'autre relation à la nature dans le roman, c'est ça, quoi. C'est des moments vraiment de prise par le paysage. Alors le personnage principal, malheureusement, lui, il faut qu'il soit en train d'agoniser dans la montagne pour le vivre, mais il y en a d'autres qui y arrivent sans ça. Le mathématicien, lui, il est en permanence là-dedans. Donc voilà. Les livres sont à votre disposition, je suis à votre disposition. Écoutez, je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. J'ai déjà envie qu'on remercie vraiment, si je peux me permettre, parce que c'est vrai qu'il vient de loin. Enfin voilà, c'est une très bonne chance pour nous. Donc déjà, j'aimerais... Merci à tous. La neige me rend un peu euphorique, d'où le fait que je parle à toute vitesse en n'arrêtant pas de rajouter des idées. Donc, comme je le disais, ces livres sont en vente. Ils voulaient vous apporter des ubérisés, cadeaux. Des ubérisés. Voilà, oui, on va y arriver. Cadeaux, comme il vous l'a dit, il les a oubliés. En revanche, nous, on les a pris à la maison d'édition, donc on les paye. Donc, vous les payez aussi, je suis désolée. Voilà, je vous invite à regarder les livres notamment, ils sont à votre disposition.